Bonsoir à tous. La conférence à laquelle vous participez s'inscrit donc dans la continuité du cycle d'ateliers Grandir avec les écrans, mené depuis 2018 par l'ASCEP 38, la Maison de l'Image et l'UDAF de l'Isère. Ce projet a pris la forme de 3 ateliers ludiques et modulables à destination des professionnels et des parents fréquentant les structures d'accueil de la petite enfance, les 0-6 ans. Le point de départ de cette action est la compréhension du développement de l'enfant, le rôle du jeu dans cette évolution et la place qu'il convient de donner aux écrans pour grandir sereinement avec. D'un point de vue pédagogique, pour la CEP 38, la Maison de l'Image et l'UDAF 38, il nous paraît indispensable de garder une position non culpabilisante vis-à-vis des parents. Nous proposons donc de faire un pas de côté pour analyser ensemble les comportements et les relations avec les écrans sans diaboliser ces outils qui font aujourd'hui partie de notre quotidien. N'hésitez donc pas à nous solliciter en fin de conférence si vous souhaitez plus d'informations sur les ateliers. Pour cette conférence, Ocelia, c'est la fusion de l'IFTS et de l'ESSE, a également contribué avec la CEP 38, la Maison de l'Image et l'UDAF à son organisation. Je suis très heureux de lancer cette conférence. Nous allons ainsi nous présenter pour chacune des structures. Je suis pour ma part Dominique Nantas, vice-président de l'Union départementale des associations familiales de l'Isère, qui réunit près de 200 associations familiales différentes au service des familles du département et représentant leurs intérêts auprès des institutions. En effet, depuis 2016, l'UDAF travaille notamment à soutenir les associations du réseau dans le développement des usages responsables et de l'éducation au numérique en famille. Je laisse donc maintenant la parole à Bérangère de la CEP 38 et vous souhaite à tous une très bonne conférence. Bonsoir, donc Bérangère Cohen de la CEP 38, coordinatrice. La CEP 38, c'est une association qui fédère des structures petite enfance, 45 sur l'Isère, des crèches associatives, des RAM, des LAEP. On est organisme de formation pour la petite enfance aussi, ressources sur la question du handicap. Et on organise aussi des interventions autour de l'accompagnement à la parentalité, qui est notamment autour du bien-être de l'enfant et qui prend en compte du coup ce projet Grandir avec les écrans. On co-organise donc cette soirée aussi avec l'IFTS, qui a maintenant changé de nom, donc l'École des travailleurs sociaux, qui est Ocelia. Je n'ai pas vu Fabrice, donc s'il souhaite prendre la parole et que je ne l'ai pas vu, je lui laisse. Sinon, en attendant, c'est Noémie de la Maison de l'Image qui va se présenter. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, il y a des petits bugs dans cet écran. Ça y est, voilà. Eh bien, voilà, je suis Noémie Ruba, donc de la Maison de l'Image. Je suis chargée de projet d'éducation aux images aux médias. Donc, c'est une association qui intervient sur le département et parfois au-delà, qui est localisée à Grenoble. Nos missions s'ouvrent autour des questions, effectivement, d'éducation aux images aux médias, de projets artistiques, d'événements culturels, mais aussi de formation. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient avec Bérangère Cohen de la CEP 38, l'UDAF 38, autour d'un cycle d'intervention Grandir avec les écrans, comme Dominique Nantas a pu vous le présenter. Ça se met en place donc depuis 2018, date à laquelle on avait déjà fait une intervention à l'IFTS, une intervention en présentiel, et déjà avec Flore Guattari-Michaud, qui intervient à nouveau ce soir. On avait fortement apprécié cette intervention qui était effectivement en présentiel. Donc, depuis le confinement, on a adapté nos interventions et on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir se retrouver à nouveau en présentiel. Malheureusement, la situation ne l'a pas permis. Malheureusement, et en même temps, on est content de pouvoir vous retrouver derrière ces écrans. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, simplement pour vous dire, avant de passer la parole à Flore Guattari, que son intervention donc, va durer à peu près 1h15 jusqu'à 22h. Ça sera un temps de conférence. Pendant ce temps, vous allez pouvoir poser vos questions à travers le chat. Alors, pour ceux qui ne seraient pas aguerris au chat, en passant votre souris sur l'écran principal, vous allez avoir un outil chat, et donc en l'ouvrant, vous pourrez effectivement nous poser vos questions à Baptiste et à moi-même, ou à tout le monde. Nous allons les recueillir.
on vous invite à poser des questions de toutes sortes. Nous réceptionnerons d'abord les questions en lien avec la partie sur laquelle nous serons. Et puis à la fin, nous pourrons sélectionner à la fois des questions qui sont peut-être pas abordées au cours de l'intervention de Flore. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Voilà, alors Flore Guattari-Michaud, donc tu es psychologue du développement de l'enfant et donc tu es, on va dire, membre de l'association 36912. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien voilà, et je te laisse, je te donne la parole pour ce temps d'échange et d'information pour tous. Super. Merci Noémie, bonsoir à tous. Donc mon ordinateur n'est pas suffisamment grand pour que je puisse tous vous voir dessus. Mais en tout cas, merci d'être présent ce soir. Donc, comme le disait Noémie, je suis membre de l'association 36912 qui a été créée par Serge Tisseron, qui est psychiatre et qui s'intéresse aux écrans depuis plusieurs années. Et il y a de ça un peu plus d'une quinzaine d'années, il avait créé les balises qui s'appellent 36912 et c'est comme ça qu'il a nommé du coup l'association pour laquelle je travaille. 36912 qui reprennent les âges importants dans le développement de l'enfant. Et donc ce soir justement, on va pouvoir parler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui de la place de ces écrans dans notre monde, quel changement depuis le confinement, parce que ce dernier finalement a un petit peu, même beaucoup bouleversé notre univers. Et les écrans, finalement, quelque part, ont pu nous permettre de continuer. Mais quels ont été un peu les enjeux? Et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont justement les cadres que l'on peut mettre auprès des enfants et puis auprès de nous parents, nous professionnels? Comment on peut vivre maintenant avec ces derniers? Alors, je vais partager mon écran afin que vous puissiez avoir un petit support sur tout ce dont je vais parler. Alors, hop, petite manip, partage d'écran. Tac. Hop, hop. Tchouk. Plus qu'à passer. Avant que tu démarres, simplement, je vais préciser que si vous ne voyez plus apparaître le chat et que vous souhaitez poser des questions, il faut simplement aller sur le coin dans l'angle pour sortir du mode plein écran et à ce moment-là, le chat apparaîtra. Oui. Alors, les changements que l'on peut voir depuis l'année dernière par rapport à la Covid, on va parler des mesures sanitaires. Évidemment, ce soir, je ne vais pas en parler. Je pense qu'on en a suffisamment parlé comme ça pour que j'en remette une couche. L'avantage de ce soir, c'est que je peux parler avec vous sans mon masque. Et ça, mine de rien, c'est quand même du luxe aujourd'hui. Les grands changements ont été par rapport à la vie personnelle et la vie professionnelle, qui finalement, aujourd'hui, ne connaissent plus les mêmes limites qu'avant. Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent qu'elles en souffrent parce que justement, l'absence de ces limites fait qu'elles ne savent plus quand est-ce qu'elles sont en train de travailler et quand est-ce qu'elles doivent être chez elles et inversement. Et ça peut générer derrière d'autres complications. Ces complications, on les retrouve dans notre quadruple crise. Donc, ça a généré 4 crises, cette situation, depuis l'année dernière, et qui peuvent, chez certaines personnes, elles ont été réduites, chez d'autres, au contraire, elles ont été amplifiées. Et c'est ce qui a fait que c'est aussi intéressant de pouvoir, à travers ces crises-là, se poser encore plus la question de la place des écrans et comment les utiliser à bon escient. Une crise sociale, donc évidemment, elle a existé sur 2 niveaux différents. Ceux qui étaient préparés, ceux qui ont déjà la facilité d'utiliser les écrans, ces derniers, finalement, n'ont pas forcément vécu une crise sociale aussi importante que d'autres, car ils étaient déjà habitués à travailler en téléconférence, ils étaient déjà habitués à pouvoir faire des Skype, ce qui fait qu'ils ont pu continuer à maintenir des liens sociaux. Mais il y avait les autres, ceux qui n'étaient pas habitués, ceux qui n'ont pas eu le temps de se lancer dans ce type de démarche, et ceux qui, en plus, n'ont pas les outils numériques. Et donc, la fracture numérique qui existait déjà a, hélas, été agrandie. Et là, pour ces personnes-là, socialement, ça a été très difficile. D'un point de vue politique, je ne vais pas faire de politique ce soir, mais ça a été vraiment une crise, car
toutes les annonces qu'on a eues au fur et à mesure des semaines nous annonçaient des nouvelles situations. On ne savait plus comment s'y repérer. Le port de masque n'est pas obligatoire, c'est pas si grave, mais si finalement il en faut un. Donc on ne savait plus comment croire tout cela, et ça a été une réelle crise. Et encore aujourd'hui, on est un petit peu perdu. On peut faire du sport pour les enfants, finalement non, mais ils peuvent faire des activités artistiques, mais parce qu'ils auront le masque, non, en fait non, on peut sortir le week-end, on peut plus. Tout ça fait que c'est quelque chose qui est vraiment pas confortable. D'un point de vue économique, toutes les personnes qui, hélas, ont perdu leur emploi à travers cette crise ou qui ont dû changer de métier, qui ont dû revoir leur manière de travailler, tout cela a été un vrai chamboulement. Et puis, les personnes qui finalement ont le plus travaillé, que ce soit les infirmiers, les routiers, les caissières et ainsi de suite, sont les personnes qui n'étaient pas forcément les plus valorisées financièrement. Donc, ça a été encore plus une crise à ce moment-là. Et enfin, psychologique, tout simplement parce qu'on n'était pas préparé à vivre cet événement. Et lorsqu'on n'est pas préparé à cela, et ben, du coup, on le prend comme une grande claque. Certains pourront dire « Ah, pour moi, c'était une parenthèse enchantée, c'était génial, j'avais pas vraiment trop à travailler, j'étais avec les enfants, etc. » Mais d'autres, ça a été une vraie souffrance parce qu'il fallait télétravailler. Certains disaient même téléconfiner parce qu'on les forçait à être chez eux pour travailler. Il fallait s'occuper des enfants pour certains, il fallait s'occuper de 3 repas par jour, alors que d'habitude, ils ne s'occupaient pas d'autant de choses. Le fait de devoir gérer tout ça, psychologiquement, ça a été très lourd et on a vu beaucoup de dépression apparaître et beaucoup de burn-out. Évidemment, je commence mon temps d'échange sur quelque chose d'assez indigeste. Je m'en excuse, ce n'était pas du tout le but, mais c'était aussi pour rappeler un petit peu ce contexte qui a vraiment chamboulé notre manière de vivre aujourd'hui et en même temps, essayer de voir comment on peut faire. Bon, bah, ça y est, cette crise, elle a été là. Pour certains, elle est encore là. Mais du coup, quelle est la place des écrans par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été plus ou moins présents? Donc, beaucoup d'entre vous ont répondu à un petit sondage pour savoir un petit peu quel a été votre rapport aux écrans depuis ce confinement. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une meilleure qualité de l'utilisation de ce dernier? Est-ce qu'on s'est dit, bah tiens, vu que j'ai du temps, je vais peut-être regarder des reportages, des documentaires, je vais regarder autrement, ou au contraire, on est resté 24 heures de suite sur une série sur Netflix? Quel a été ce rapport-là sur les écrans? Où est la place de l'éveil culturel avec le fait qu'aujourd'hui, bah, on ne peut plus sortir comme avant? Donc, est-ce qu'on arrive à continuer à pouvoir s'éveiller à travers les écrans? Et puis enfin, on pourrait voir par rapport au danger. Est-ce que le fait que on ait passé autant de temps sur les écrans, surtout pour nous, les enfants, est-ce que ça a généré des dangers derrière? Et si oui, lesquels est-ce? Alors, vous avez passé pour ceux d'entre vous qui nous ont répondu. On vous avait posé une question. Comment ont évolué vos pratiques numériques durant le confinement sur un plan quantitatif? Et voici les résultats. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que, eh bien, il en ressort que 17 personnes ont fait 5 fois plus qu'avant. Donc, sans doute leur métier ou leur pratique au quotidien ne permettait pas de consommer autant d'écran. On voit qu'il y en a 105 où c'est 2 fois plus qu'avant. Et 136 où finalement, le confinement n'a rien changé dans leur utilisation. Et il y a quand même un tout petit peu de personnes où c'est un petit peu moins qu'avant. À l'autre question qui a été posée, comment ont évolué vos pratiques numériques d'un point de vue qualitatif? 150, ça n'a pas changé. Une grande partie, un tiers, finalement, c'est mieux qu'avant. Donc, il y a eu quand même cette question de se dire, tiens, je vais faire plus d'écran, mais comment je vais le faire autrement? D'autres, ça a été, voilà, j'accompagne mieux qu'avant. Il y en a eu 21. Et puis, certains où ce n'était pas forcément un sujet. Ils ont le sentiment qu'au contraire, c'était moins bien qu'avant. Il y a une autre étude qui a été faite, alors pas auprès de vous, mais auprès d'un plus grand nombre de participants, faite par le ministère des Sports, où ils se sont intéressés justement aux activités sportives et un petit peu à l'activité physique pendant le confinement. Et les résultats sont les suivants. On se rend compte que chez les enfants, il y a quand même 62% d'entre eux qui, du coup, ont augmenté leur temps devant les écrans.
Donc, on se dit, c'est quand même assez conséquent. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces résultats démontrent qu'il y a eu plus d'écrans, mais à l'intérieur de ces questionnaires, il n'y avait pas de différence faite entre le fait d'être devant un écran pour travailler ou devant un écran pour jouer ou juste pour se divertir. Ce qui fait que si les élèves devaient être devant leur écran pour travailler toute la journée, évidemment, le temps d'écran a augmenté. Donc là-dessus, on ne sait pas trop comment ça a été dissocié, mais il y a une réalité, il y a eu quand même beaucoup plus d'écrans. Et cette étude démontre aussi qu'il y a eu beaucoup moins de mouvements, plus de sédentarité pour l'ensemble de la population. Alors du coup, maintenant qu'on a un petit peu remis le cadre avec ce confinement et l'après-confinement et le maintenant qui est un petit peu un mix de tout ça, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé dans ces prochains jours, quels sont les repères qu'on peut se donner par rapport aux écrans ? Serge Tisseron, mon collaborateur qui a mis en place les balises 36912, s'est posé ces questions il y a un certain nombre d'années et surtout à la suite d'un événement qui s'est produit en 2008 où il y avait une société britannique qui voulait s'implanter en France pour lancer un programme télé spécial bébé. Une chaîne qui permettait aux bébés de pouvoir regarder la télé H24. Alors, l'idée n'était pas forcément de les mettre toute la soirée ou toute la nuit ou toute la journée devant la télé, mais c'était au cas où, si à un moment donné, vous, parents, vous aviez du mal à gérer votre enfant, vous pouviez le mettre devant cette chaîne et la télé faisait le reste. À la suite de cette annonce, Serge Tisseron avec d'autres professionnels se sont mobilisés pour faire une pétition afin que ce projet ne puisse pas aboutir. Parce que c'était un message qui était si cette chaîne existe, ça veut dire que c'est bien de mettre un enfant devant la télé, un si jeune enfant devant la télé, et qu'en plus, c'est bien de l'y mettre la nuit parce qu'il n'arrive pas à dormir et ainsi de suite. Donc, il fallait absolument se mobiliser pour que ce genre de choses ne se produisent pas et qu'on puisse aussi sensibiliser aussi bien les parents que les professionnels sur la place des écrans dans la petite enfance. De par ce fait, il s'est dit, en fait, il n'existe pas de repère. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il y a certaines études, il y a certaines choses, mais pas suffisamment importantes pour pouvoir démontrer les réels dangers. Et il est important de tout de suite donner des repères, d'où la naissance des balises. Ce qui est intéressant dans ces balises, c'est qu'elles ont été pensées comme la diététique alimentaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir à la place des écrans de manière qualitative et comme un repas. On va penser aujourd'hui, on a beaucoup de sensibilisation autour de l'alimentation. À la télé, à chaque fois qu'il y a une publicité maintenant sur quelque chose que l'on va manger, il y a toujours une petite ligne qui s'apparaît. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, etc. Aujourd'hui, tout le monde est très au courant de ce qui se passe sur la diététique. Mangez, bougez, faites du sport, etc. Eh bien, les écrans, c'est la même chose. On va penser à une diététique. C'est-à-dire qu'on va donner un temps, un créneau. Quand est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on mange toute la journée ? La plupart du temps, non. Certains peuvent des fois grignoter, mais si on veut avoir une bonne diététique, en général, on va manger à des heures à des heures fixes et pendant un temps bien limité, en général, sauf pendant les fêtes où là, des fois, on peut avoir des repas gargantuesques ou même des fois dans des mariages, on est invité à des mariages, on se dit, bon, on a commencé, il était 19h, à 23h, on est encore à table. Mais à part ces moments-là exceptionnels, la plupart du temps, la durée du repas est telle qu'elle est. Et du coup, on ne va pas faire trop long, voire non plus trop court. Si on mange trop vite, ce n'est pas bon non plus. On essaye de varier notre alimentation. Et bien là, ça va être la même chose autour de nos activités, autour des écrans. On va essayer d'aller prendre un petit peu partout toutes les possibilités. Donc, on va essayer de faire peut-être, si on a des dessins animés pour certains enfants, des jeux vidéo, on va essayer de créer des vidéos, d'être un petit peu plus acteur. Ça va être la possibilité de faire des recherches sur Internet, mais on va essayer, en fonction des âges, de varier nos pratiques. Un repas, ça reste agréable s'il est passé ensemble, qu'on puisse échanger de notre journée, de pouvoir parler de tout ce qui se passe et enfin de pouvoir parler de ce qu'on est en train de manger, que quand on est au restaurant, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir dire « Oh là là, moi mon plat il est super bon » et ainsi de suite, et de pouvoir dire des choses.
finalement, pour les écrans, ça va être la même chose. Pouvoir discuter de ce qu'on a vu, de ce qu'on a compris, de ce qui a pu nous faire peur ou de ce qui nous a fait très rire et de pouvoir justement faire que on est passé de l'étape spectateur à l'étape on raconte ce que l'on a vu et à ce moment-là, c'est vraiment très chouette. Aussi, une fois qu'on a compris cette diététique, eh ben, on va essayer de poser un cadre aux écrans. Et avec ce confinement, pour certaines personnes, on a basculé à bah tiens, bah, on va mettre la télé parce qu'elle nous sauve et on ne savait pas trop comment cadrer. Et pour nous, c'est important d'avoir des repères en fonction des âges parce que les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Et on ne peut pas mettre un enfant de la même manière devant un écran à 3 ans que s'il en a 10. Et c'était là aussi les difficultés rencontrées, c'est-à-dire que quand bah, on a une fratrie, on en a un de 3, un de 6 et un de 9, on fait comment? Et c'était là aussi les difficultés. Donc, qu'est-ce que nous, on propose? Nous, on propose qu'avant 3 ans, finalement, l'essentiel pour un enfant, c'est de jouer, de parler. Et puis, finalement, la télé, il est encore jeune pour pouvoir vraiment y passer du temps. Entre 3 et 6 ans, qui est l'âge maternel, eh bien, on essaie de limiter ces derniers. Et puis, si on vit des temps d'écran, eh bien, qu'on les vive ensemble, en famille, et pour enfin en échanger. Entre 6 et 9 ans, eh ben, ça va être l'occasion pour les enfants de commencer à créer leurs propres images. Pourquoi pas que ce soit des photos, des vidéos. Et s'ils font des jeux vidéo, à ce moment-là, ils sont acteurs, donc de pouvoir utiliser les écrans sous ce biais-là. De 9 à 12 ans, eh bien, on va leur apprendre à savoir se protéger et à utiliser ces médias. Et là, c'est important, encore une fois, de continuer à parler avec eux de ce qu'ils font et de ce qu'ils voient. Après 12 ans, on reste disponible. Ce n'est pas parce que maintenant, ils savent très bien utiliser les outils que du coup, on n'en parle plus, bien au contraire. Continuez à essayer de comprendre ce qu'ils y font et c'est l'occasion de voir un peu tout ce qui se passe dans leur univers et de développer leur esprit critique. C'est plutôt pas mal. Alors souvent, on dit, bah alors du coup, comment on fait? Ok, on pose un cadre, mais c'est combien de temps? Mais c'est comment? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de faire? Chaque personne doit faire ce qui lui correspond en termes de cadre. Toutes les familles n'ont pas les mêmes emplois du temps. Mais il est intéressant de pouvoir penser à notre règle du triple A. Le premier, c'est l'alternance. C'est le fait de pouvoir alterner les pratiques. Je vais faire des temps d'écran, mais je vais faire aussi des temps de lecture, des temps de jeu, des temps de sport, des temps de détente, des temps de rien. Les temps de rien, ça existe presque plus maintenant. Mais en tout cas, la possibilité de pouvoir alterner les choses. Le deuxième A, ça va être l'accompagnement. Quand ils sont jeunes, très jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés, qu'on puisse parler avec eux de ce qu'ils font et de ce qu'ils voient. Et puis petit à petit, notre accompagnement, il va évoluer. On va peut-être moins regarder ce qu'ils regardent, mais plus comprendre ce qu'ils regardent à travers des questions. Et puis petit à petit, on va essayer d'échanger, d'avoir des débats quand ils sont plus grands, quand ils sont à l'adolescence, essayer de comprendre un petit peu, bah, tiens, tel jeu vidéo, pourquoi il t'a plu? Ah ouais, d'accord, c'est ça. Mais c'est une manière de continuer à les accompagner. Enfin, le troisième A, c'est l'autonomie. Le fait de savoir s'autoréguler. Un jeune, pour qu'il puisse comprendre un petit peu à quel moment il a droit de faire de l'écran, c'est important de pouvoir se dire quand est-ce que c'est possible, quand est-ce que ça ne le sera pas. Si moi, petit, j'ai 3 ans et demi, je suis en maternelle et j'ai hâte de voir mon super dessin animé, si tous les jours je demande à mon parent, je peux regarder aujourd'hui? Je peux regarder aujourd'hui? Il me dit, ah, aujourd'hui, je sais pas, peut-être demain, peut-être pas. Si je n'ai pas quelque chose de bien clair, je vais redemander tout le temps. Et ça sera pareil à 6 ans, ça sera pareil à 9 ans. Par contre, si on me dit, bah tiens, toi, tu auras le droit de regarder un petit dessin animé le samedi, parce que c'est un jour où il n'y a pas école, et puis ça sera qu'un seul, et ben c'est clair. Et si aujourd'hui je demande un dessin animé, on va me dire, non Flore, c'est jeudi, il n'y a pas de dessin animé le jeudi. Je vais faire, ah oui, c'est vrai, c'est quel jour déjà? Samedi. Et c'est important de pouvoir mettre des règles. Aussi bien un enfant, ces règles-là, c'est un petit peu comme se laver les dents. Il sait qu'il doit se laver les dents après les repas. On ne va pas lui demander de se laver les dents en pleine cour de récréation. Et ben, il sait exactement quand ont lieu certaines choses. Et du coup, ce sont des rituels. C'est beaucoup plus facile pour lui de s'y repérer et donc de pouvoir aussi s'auto-réguler. Voilà, ça fait une coupe 3 boules avant l'addition.
Ce qui nous lance sur notre premier petit sondage. Donc, on va vous envoyer un petit sondage. La question est très simple. L'addiction aux écrans existe-t-elle? Attention, c'est une question piège. Mais du coup, qu'est-ce qui est piège? Donc, les résultats sur le sondage, donc 97 personnes, donc 72 personnes qui ont répondu au sondage ont répondu que selon elles, l'addiction aux écrans existe. 21 personnes ont répondu non. 21% des personnes ont répondu non, soit 28 personnes. Oui, c'est dur entre une personne pourcentage. Ouais. Et 9 personnes, donc 7% des personnes qui ont répondu je ne sais pas. Voilà. Eh oui. Bon. Alors, hop. Est-ce que je peux fermer hop, ton sondage? Parce qu'il est en plein milieu de mon écran. Normalement, voilà. Je viens d'arrêter. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est toujours une question sur laquelle il y a toujours plein de choses à dire. Alors, je vais vous donner, nous, qu'est-ce qu'on se dit, nous, comme réponse à l'association par rapport à cette question. Nous, on ne parle pas d'addiction. On parle de surconsommation pathologique. Alors, il y en a qui vont dire, mais si, c'est une addiction, je le sais. Alors, là, mon propos n'est pas de vous persuader et ce n'est pas non plus l'idée de vous dire, si c'est comme ça, c'est pas autrement. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, sur cette question, les addictologues ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de consensus par rapport à cette question. En tout cas, il n'y a pas de texte ou de choses scientifiques qui prouvent une addiction aux écrans. Là où il y a un vrai sujet, c'est par rapport aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, l'OMS, en 2018, a reconnu la pratique de jeux vidéo comme étant une addiction. Mais on ne va pas mettre les jeux vidéo dans le lot avec tous les écrans. On va essayer de dissocier ça, le mettre un petit peu à part. Donc à la question, est-ce qu'il y a une addiction aux écrans, on peut répondre non, il n'y a pas d'addiction. Par contre, est-ce que certaines personnes ont une consommation excessive qui peuvent les mettre en danger? Là, oui. Mais pour nous, ce n'est pas une addiction parce que le problème n'est pas l'écran, c'est une conséquence. C'est-à-dire que la personne a un problème et elle va se réfugier à travers les écrans. Mais ce n'est pas l'écran qui va générer le problème d'addiction. Alors, ce sont des petites subtilités. Et à la fin, si vous le souhaitez, je pourrais vous mettre en lien une vidéo qui vous parle de ça, qui a été réalisée par un collègue à moi qui s'appelle Olivier Dury et qui vous explique en grand détail pour quelles raisons, pour nous, ce n'est pas une addiction. Deuxième point, on ne parle pas d'addiction pour les enfants parce que leur cerveau n'est pas terminé. Et aussi, la capacité chez le jeune de pouvoir justement s'autoréguler, de pouvoir se dire ça fait super longtemps que là, je suis sur les écrans, ce serait quand même bien que j'arrête. Cette phrase-là, cette conscience-là, elle arrive entre 18 et 20 ans. C'est quand même très, très tard. Aussi parce que c'est si tard, on ne peut pas exiger d'un jeune de 12 ans, et encore moins de 8, et encore moins de 4, de pouvoir s'arrêter au moment où on lui dit stop pour la télé. Alors évidemment, ce n'est pas parce que ça arrive très tard qu'on ne va pas mettre de cadre. C'est quelque chose qui pourra s'éduquer, qui pourra s'accompagner. Mais naturellement, c'est difficile de pouvoir le faire. Et on a même à l'âge adulte qui n'arrivent pas à le faire. Donc, comme je vous le disais, la position de l'OMS est aujourd'hui qu'elles ont reconnu, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, les jeux vidéo comme étant une addiction. Elle fait partie dans le petit catalogue. On regarde, c'est dans la même famille que le gambling. Qu'est-ce que c'est le gambling? C'est tout ce qui va être jeu d'argent, le casino, le PMU, le loto, les tac-tac à gratter, etc. Tout ce qui fait qu'on va acheter des choses et on aura envie encore de mettre de l'argent et encore de l'argent dans l'espoir de regagner, etc. Ça, c'est du gambling, c'est une addiction, l'addiction au jeu, c'est reconnu. Et certains jeux vidéo, ils surfent un petit peu sur la même vague et du coup s'y apparentent, mais ce sont des jeux vidéo à partir de 18 ans. Aussi, on pourra encore une fois ne pas en parler pour les plus jeunes, sauf que si les plus jeunes consomment des produits d'adultes, forcément l'addiction peut apparaître. Et encore, comme je vous le disais, par rapport aux jeux vidéo, les addictologues ne sont pas tous d'accord, parce qu'il faudrait que le jeune fasse des jeux vidéo toute la journée, donc pendant plus de 12 heures, pendant plus d'1 an,
pour que ce soit reconnu comme étant quelque chose de conséquent. Donc, il faut y aller, 12 heures par jour pendant plus d'1 an. Et en plus, les personnes que l'on a reconnues comme ayant ce type de pratique, souvent, elles ont à côté de ça une consommation de cannabis ou de drogue autre ou d'alcool. Ce qui fait qu'on se pose la question de est-ce que ce ne serait pas ces drogues-là qui feraient qu'ils auraient une consommation à outrance des jeux vidéo. En tout cas, une chose est sûre, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est plutôt que se dire l'addiction existe ou pas, c'est quoi qu'il arrive, si le jeune a du mal à faire autre chose, c'est que ça cache une difficulté. Et c'est essayer de comprendre quelle est cette difficulté et essayer de l'accompagner au mieux. Ce qu'il est intéressant aussi de voir, et je finirai là-dessus, et si vous avez des questions, on pourra voir, je verrai avec les Bérangère, Noémie et Baptiste s'il y a des questions, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui aura fait beaucoup de jeux vidéo, imaginons pendant des jours et des jours, des mois et des mois, elle ne faisait que ça, si elle arrive à comprendre qu'est-ce qu'elle fuit dans son monde, si elle accepte de l'aide et que petit à petit elle retourne à une vie classique, je mets des guillemets, si elle arrive à retourner dans un univers plus sain, eh bien, ce sont des personnes qui, par la suite, peuvent retourner vers des pratiques de jeux vidéo et ils peuvent devenir des joueurs occasionnels. C'est ce qui démontre bien que s'il y avait un vrai circuit de dépendance, ce ne serait pas aussi facile de retourner vers une pratique plus saine de l'outil. Alors, chers collègues, des questions? Oui, alors il y a des questions, Flore. Une première sur, tu parles des jeux vidéo. Je comprends qu'il y a une personne qui voudrait voir par rapport aux réseaux sociaux, est-ce qu'il peut, voilà, une addiction aux réseaux sociaux, quelle est ta... Alors, encore une fois, aujourd'hui, nous, on va parler de surconsommation pathologique, ce qui signifie que la personne, elle a besoin d'aller sur ce support-là, mais ce n'est pas une addiction. Disons que si on va plus en profondeur, on va faire des prises de sang, donc on va voir, et il ne se passe rien d'un point de vue physique. Il n'y a pas cette relation d'addiction de « il faut que j'aille sur Twitter, il faut que j'aille sur Facebook, sinon je n'aurai pas ma dose, ça va être dur ». Il n'y aura pas ça qui va se passer. Par contre, que la personne le vive mal parce que c'est une habitude, c'est une envie, oui. Mais on va retrouver ce système-là chez une personne qui aime la course à pied et qui finalement, du jour au lendemain, ne peut plus courir, bah, la course va lui manquer. Une personne qui adore lire, si du jour au lendemain, elle ne peut plus lire, ça va lui manquer. Est-ce que du coup, il y a une addiction à la lecture, il y a une addiction à la course? Alors, certains vont dire oui, il y a une addiction au sport, mais le terme addiction, on va pouvoir le mettre sur tout. Est-ce qu'il y a une addiction au thé chez les Anglais, parce qu'à 16 heures, ils en boivent tous? Comment ça se passe? Donc, c'est le terme addict, on l'utilise un petit peu à tout vent, mais c'est plus, si on regarde d'un point de vue réel, médicamenteux, pas médicamenteux, pardon, médical, etc., il n'y a pas d'addiction. Par contre, est-ce qu'il y a un mal-être? Est-ce que la personne ne va pas bien et qu'elle a besoin de faire ça parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut qu'exister à travers ça? Oui, ça c'est vrai, c'est une réalité. Et du coup, peut-être que cette personne a besoin qu'on l'accompagne pour réussir à se détacher de cette surconsommation qui n'est pas bonne pour elle. Merci. Alors donc, si on parle d'usage excessif, il y a une question, alors peut-être que ça va être au fur et à mesure que tu vas développer, mais est-ce que déjà tu peux donner des éléments sur le fait de comment repérer et orienter les personnes qui auraient des problèmes avec les écrans dans le sens usage excessif? Alors, il y a tout le réseau, si vous êtes dans la région de Grenoble, justement, il y a tout le réseau qui va pouvoir vous aider. La CEP et l'UDAF, ils sont en lien avec beaucoup de professionnels qui travaillent sur ce sujet et ils pourront justement vous accompagner. Il y a des psychologues, des thérapeutes qui utilisent aussi les jeux vidéo pour accompagner les jeunes et justement recréer un lien autre pour pouvoir les aider. C'est possible. Le tout, c'est est-ce que ces personnes-là acceptent de se faire accompagner? Parce que c'est surtout ça le nerf de la guerre. Certaines personnes ont des difficultés, mais si elles n'acceptent pas de se faire aider, ça va être très, très compliqué. Du coup, je vais continuer à dérouler. Quoi qu'il arrive, on va aborder tous les écrans. On va aborder les écrans non interactifs, on va aborder les jeux vidéo, Internet, les réseaux sociaux au fur et à mesure. Du coup, je continue. Super. Okay. Ça a bien discuté, mais on te refera un point après.
Impeccable. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe avant 3 ans chez les tout petits? Eh bien, avant 3 ans, pour nous, on estime que l'écran n'a pas sa place car c'est important que l'enfant puisse avoir tout l'espace pour pouvoir faire plein d'autres choses. Donc, c'est bien de pouvoir poser un cadre dès cet âge-là. Les écrans non interactifs, pour nous, ils ont un effet négatif sur le développement. Un enfant, un tout petit, il a besoin de quoi? Il a besoin de pouvoir explorer son univers à travers ses 5 sens. Il a besoin de pouvoir imiter, de pouvoir comprendre, de pouvoir développer son langage. Et finalement, aujourd'hui, si on réfléchit à tout ce dont a besoin un tout petit, les écrans peuvent très très peu, voire pas, y répondre. C'est aussi pour ces raisons-là qu'on estime que ce n'est pas intéressant de pouvoir proposer cela à l'enfant. En tout cas, dans les écrans non interactifs. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'on essaye de faire cette prévention le plus vite possible, que ce soit auprès d'institutions, auprès de crèches, d'assistantes maternelles, de tout professionnel qui peut toucher ce public-là, et d'expliquer que l'enfant, il a besoin d'être dans le réel, de pouvoir manipuler des objets et de pouvoir comprendre comment est fait son monde avant de pouvoir comprendre comment c'est fait les outils numériques. Aussi, ce qui serait intéressant, c'est que lorsqu'on passe du temps avec des enfants si jeunes, c'est de pouvoir nous aussi essayer de mettre de côté ces petits objets que l'on aime tant, parce que les enfants sont de formidables imitateurs et si nous, on peut être des modèles pour eux, ça serait chouette que du coup, on ne soit pas trop sur notre téléphone parce que sinon, ça va être difficile pour eux de ne pas vouloir aller dessus à leur tour. Alors, il y a des petits malins dans la salle. Si, je vous ai repéré, qui vont se dire « Oui, mais elle a parlé d'écran non interactif. Moi, je suis sûre qu'il y en a la tablette. Ça marche. Je peux finalement. » Déjà, on peut se dire quelque chose qui est de « Il n'y a pas d'inquiétude à avoir en termes de retard. » J'ai beaucoup de parents qui me disent ça. Moi, je veux qu'il ait une tablette, je veux qu'il ait quelque chose parce que sinon, après, il ne va pas suivre, il ne va pas savoir comment utiliser telle et telle chose. Rassurez-vous, il saura. Steve Jobs, lorsqu'il a inventé la tablette, il l'a fait justement pour que les enfants puissent l'utiliser. Lorsqu'il a constaté que ses enfants n'arrivaient pas à utiliser son téléphone car ils étaient en difficulté à appuyer sur les touches, etc., il s'est dit « Il faudrait peut-être un truc un peu intuitif, un truc que les enfants pourraient utiliser. » Donc oui, votre enfant sait déverrouiller votre téléphone, c'est normal, ça a été pensé pour. Donc, pas de souci, il n'y aura pas de retard intellectuel parce qu'ils n'auront pas de tablette tout petit et tout est fait pour que justement ils puissent les utiliser très vite. Donc s'il n'a jamais vu de tablette avant ses 3 ans, il s'en sortira très bien. Mais du coup, est-ce que c'est intéressant de proposer la tablette? Est-ce qu'il y a des vrais avantages? Oui, non. Nous, on peut dire qu'il y a des avantages, on ne va pas dire que tout est mauvais, mais par contre, on y voit 2 défauts. Le premier, c'est autour du rapport au corps. Comme on l'a dit, un enfant de 0 à 3 ans est en pleine explosion au niveau de ses apprentissages, de son environnement. Aussi, il est beaucoup dans le mouvement. On le voit bien, il se déplace tout le temps, il bouge partout, il crapahute. Et la tablette, du coup, va être limitante car elle va avoir l'utilité que d'un seul doigt, voire des fois du pouce, mais la plupart du temps, on n'utilise que son doigt pour pouvoir aller sur la tablette. Aussi, si on cherche à développer des choses chez l'enfant, cela ne sera pas réellement possible. Si on lui propose un coloriage, par exemple, sur la tablette, et un petit camion qui s'affiche, pour le colorier, il n'aura plus qu'à sélectionner certaines zones du coloriage. Elle se colorie, pouf, en quelques secondes, et en plus, ça n'a pas dépassé. Donc, en 20 secondes, mon camion est colorié. Si je voulais réitérer la même expérience dans le réel, en 3D, avec un coloriage papier, avec des crayons, l'enfant devra réaliser la tâche tout autrement. Donc, il développe sa motricité fine, car il faut avoir l'appréhension pour pouvoir attraper son crayon. Et puis, il va falloir forcer sur la feuille pour pouvoir faire le tracé. Et en plus, il ne faut pas dépasser. Donc, c'est quand même plein de conditions qu'une tablette ne peut pas proposer. Donc, pour nous, c'est incomplet. La deuxième condition qui, pour nous, est vraiment problématique, c'est notre rapport au temps. Lorsque je suis sur un outil numérique, sur cette tablette, je ne sais pas que le temps est en train de passer. C'est comme si j'étais toujours dans un temps constamment présent.
Et c'est compliqué pour un enfant. Déjà, un tout petit, il ne sait pas comment le temps se passe. Si en plus on le met dans un univers où il sait encore moins comment le temps se passe, il aura moins de repères. Je l'amène au parc, je l'amène faire une activité. Et ben, le simple fait qu'au parc, il grimpe et il descend du toboggan, son corps se dépense, il sent de la fatigue arriver, il voit que le soleil commence à aller se coucher, il voit que les gens sortent du parc. Il se rend compte du temps qui passe. Mais sur sa tablette, il y a une vidéo, puis une autre, où il y a un dessin, puis un autre, ou un jeu, puis un autre. C'est continu. Je ne sais pas quand est-ce que le temps s'arrête. Lorsque je prends un livre, je sens que au début, il y a plein de pages. Et puis, plus je tourne les pages, et moins il y a de pages au début, et ainsi de suite. Donc, on se rend compte du temps qui passe à travers des supports réels. Et dans cet univers-là, c'est plus compliqué. Aussi, moi, j'aime bien comparer la tablette à la peinture. C'est-à-dire que si on veut utiliser ce support-là, il faut le voir comme l'activité peinture. On ne va pas laisser un enfant de moins de 3 ans, faire de la peinture tout seul pendant 1 heure. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, la peinture, si on y réfléchit bien, on se dit, il faut tout protéger. En général, on est présent, on réfléchit à une peinture qui ne soit pas toxique pour l'enfant. Et puis, ça dure à peu près 10 minutes. Des fois même, le temps d'installer, l'enfant, il a déjà terminé, qu'on met plus de temps à installer, à désinstaller que la vraie activité. Bah, ça devrait être la même chose pour le temps passé sur la tablette. Donc, on va l'accompagner, ça sera quelques minutes. C'est seulement pour jouer avec des logiciels adaptés à son âge. Et en plus, à ces âges-là, souvent les enfants, quand ils viennent se glisser sur les genoux de leurs parents pour regarder ce qu'ils font sur leur téléphone, c'est pas parce qu'ils sont intéressés par le téléphone, mais c'est une manière pour eux de rentrer en relation avec vous. Donc finalement, c'est vous qui recherchez, c'est un lien avec vous, plus qu'un lien réellement avec le support. Quels sont du coup les dangers des écrans non interactifs ? Tout ce dont je vais vous parler est basé sur une étude qui a été réalisée par une Canadienne qui s'appelle Isabelle Pagani et elle a été faite auprès de plus de 1000 enfants âgés au début de 2 ans. Et c'est des enfants qui pouvaient être exposés aux écrans précocement, donc avant leurs 2 ans, et intensément, plus de 2 heures par jour. Tout ce dont je vais vous parler, c'est des résultats intéressants qu'il faut prendre en compte, mais ce sont des corrélations. Une corrélation, ça signifie qu'on peut voir un lien entre le fait qu'ils aient été surexposés aux écrans et les points dont je vais vous parler, mais ça ne peut pas être que le seul, parce qu'il y a tout l'environnement familial qu'il faut prendre en compte également. Donc ce ne sont pas forcément des causes de lien à effet, c'est pas il y a eu écran donc il y a ça, mais en tout cas on y voit une corrélation. Le premier, c'est par rapport au développement du langage. On a constaté que chez ces enfants-là, il y avait un bagage lexical beaucoup plus faible et du coup des enfants qui accédaient au langage beaucoup plus tard, donc des difficultés à pouvoir bien s'exprimer et à expliquer les choses. Il faut savoir qu'en moyenne, entre 2 et 3 ans, les enfants, ils apprennent ils apprennent plusieurs mots par jour. Ça va très, très vite. On est dans cette explosion du langage. Et bien là, c'était des enfants qui pouvaient apprendre 1 mot de moins par jour que les autres. Donc à la fin d'une année, ça fait 365 mots, c'est énorme. Le deuxième point, ce serait au niveau du surpoids. C'est-à-dire que si je prends l'habitude à ne pas être acteur de ma vie, à ne pas être dans le mouvement et au contraire à être sédentaire, je vais commencer petit à petit à stocker. De plus, il y a des publicités tout le temps, partout, qui nous poussent à manger plein de trucs mauvais. Donc ça pousse au grignotage et on a envie de manger ou de mal manger. Et enfin, si on est amené à manger devant un écran, l'effet de satiété ne se fait pas. C'est-à-dire que mon cerveau ne prend pas conscience qu'il est en train de manger mon corps. Donc mon estomac, il envoie un petit message en disant « c'est bon, je suis rempli », mais mon cerveau n'ayant pas vu mon repas parce qu'il regardait un écran, va donner une autre information qui est de non, continue à manger. Aussi, on va commencer à prendre du poids aussi pour ces raisons-là. On voit que chez ces enfants-là, il y a des risques d'attitude passive face à la réalité, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont être amenés à devoir faire des choses, si on prend un enfant qui va en crèche par exemple, eh ben, il va attendre qu'on lui dise quoi faire, il va être passif. Il ne sera pas acteur de sa vie, car devant la télé, il n'est pas acteur, il est spectateur. Et c'est vraiment compliqué après, par la suite, pour ces enfants.
On voit également que ce sont des enfants qui ont des difficultés dans leur capacité à changer de place. Donc, changer de place, on utilise ces termes-là en général dans le jeu. On joue au chat et à la souris, donc un coup on est l'un, un coup on est l'autre. On peut jouer au papa, à la maman, au petit bébé avec la dinette, donc on va changer les rôles et ainsi de suite. Ces enfants-là, dans cette étude-là, on voit qu'ils ne sont pas capables de changer de place, ils restent toujours à la même place et en grandissant, eh ben, ils n'ont pas la capacité d'essayer de prendre un autre rôle. Et au niveau de l'empathie, c'est compliqué pour eux de comprendre qu'on ne pense pas comme eux, qu'on ne puisse pas ressentir comme eux. Et derrière, encore, quand ils seront encore plus grands, eh bien, ce sont des personnes qui ont du mal à se remettre en question car elles pensent qu'il n'y a que leur manière à elles de penser. Ça réduit les intérêts en classe. On voit aussi que les habiletés en mathématiques sont beaucoup moins importantes. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a moins de manipulation. Les mathématiques, ça part beaucoup justement du fait que l'enfant puisse explorer son monde, explorer son univers. Tout ce qui va être manipulation, jeu de construction, Lego, Capla, le fait de pouvoir accumuler des cailloux quand on va dans un parc, etc. On manipule, on comprend comment sont faites les choses, on fait des mathématiques. Si l'enfant n'a pas pu avoir ces moments-là d'exploration, il ne va pas avoir de facilité à comprendre tous les enjeux dans les apprentissages derrière. Les effets physiques que ces derniers peuvent avoir sur eux, troubles du sommeil. Donc, il faut savoir que nos yeux, lorsqu'on est face à un écran, il y a le cristallin ici qui réceptionne la lumière et ce cristallin est notre horloge interne. C'est ce qui va permettre à notre cerveau de savoir quand est-ce que c'est l'heure d'aller se coucher ou pas. Si mes yeux sont sollicités par la petite lumière bleue, le message comme quoi il faut que j'aille dormir ne sera pas envoyé. Du coup, je vais être maintenue éveillée alors que j'étais supposée aller dormir. Ce qui va par la suite faire de l'agitation et les enfants, vont avoir des difficultés à pouvoir gérer leurs émotions, gérer leur fatigue et puis derrière, il peut y avoir des conflits avec les parents et après on peut tomber dans des cercles vicieux. Aussi, cette étude nous démontre que arrivé à l'âge de 13 ans, chez cette population qui a été étudiée, on se rend compte que quand il y a trop d'écrans, eh bien, cela va générer des comportements antisociaux, de la victimisation, des agressions proactives et de l'isolement social. Donc déjà, l'adolescence, c'est une période pas facile. Alors si en plus on cumule, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc voilà un peu les dangers pour nous que l'on peut voir à travers une surexposition aux écrans. Quelles sont les recommandations aujourd'hui qu'il existe en France par rapport à la place des écrans? Eh bien, on en retrouve 2 dans le carnet de santé. Alors, ceux qui ont des enfants qui sont grands, c'est pas possible puisque ça ne fait pas encore partie de ça ne fait pas partie de vos carnets de santé. Mais pour ceux qui viennent d'être parents, vous pourrez aller regarder. Il y a ces 2 recommandations qui sont apparues et c'est aussi intéressant de savoir qu'elles existent parce que finalement, c'est qu'aujourd'hui, on se sent réellement concerné par la place des écrans pour le tout petit et pour les plus grands également. La première recommandation, c'est on évite d'exposer un enfant dans un univers où la télé est continuellement allumée. Des études aujourd'hui démontrent que cela génère beaucoup de stress pour le tout petit et ça l'empêche de pouvoir développer sa concentration. Lorsqu'un enfant est allongé sur son tapis de sol et qu'il a envie de jouer, ou même il est en train de jouer avec des petites voitures ou qu'il est dans son univers, il est dans sa bulle, mais si à côté de lui, il y a un écran qui diffuse beaucoup d'images, ses yeux seront toujours happés, car nos yeux, ils sont faits de telle manière qu'ils sont happés par le mouvement. C'est le cas lorsqu'on va au restaurant. Oui, je sais, c'était il y a longtemps, mais un jour, ça reviendra. Donc, lorsqu'on est au restaurant et qu'il y a un écran d'allumé, on voit bien que des fois, on a beau essayer de ne pas regarder, on regarde et on peut bugger sur la pub de la lessive alors que ce n'était pas forcément intéressant. Mais nos yeux sont faits pour justement agir lorsqu'il y a du mouvement. Chez le tout petit, c'est la même chose. Mais si, à ce moment-là, il est en train de jouer avec sa petite voiture et qu'il y a l'écran qui le happe, il arrête, puis il y retourne parce qu'il ne comprend pas forcément ce qu'il voit, et ainsi de suite, ça le casse dans sa concentration. Et la concentration, il faut le voir un peu comme un muscle. Si on ne l'entraîne pas, et du coup, elle ne va pas pouvoir être très importante. À l'inverse, s'il est dans un univers sonore où il y a du silence, où il y a de l'espace pour lui, il va pouvoir jouer avec sa petite voiture et du coup développer sa concentration et ne pas être trop stressé parce qu'il est continuellement happé dans quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Deuxième recommandation,
On ne propose pas un outil numérique à un enfant pour le calmer avant de dormir ou pendant les repas, pour toutes les raisons qu'on a vues au préalable. Du coup, avant 3 ans, qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, on évite la télé, les DVD, et incroyable, on peut faire des jeux avec lui. On peut même le laisser jouer tout seul, car à cet âge-là, l'enfant est capable de jouer tout seul. Si, je vous jure, c'est vrai. Les histoires sont des moments très sympas et ils adorent. Ça permet aussi de développer beaucoup le langage, l'imaginaire et de parler de ses émotions. Et si votre enfant s'ennuie, grand bien lui fasse. C'est quelque chose qui est vraiment super, qui pour nous adultes aujourd'hui, ça n'arrive quasiment plus. Mais l'ennui fait partie de ces moments qui permettent à l'enfant de pouvoir se construire et développer tout l'univers dans lequel il devrait être à cet âge-là. Voici la place de l'écran avant 3 ans. Elle est existante parce qu'on vit dans un monde où les écrans sont partout. Nous, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs comme ce soir, ou en télétravail, dans la rue, les panneaux publicitaires, dans la salle d'attente, dans le métro, partout. Ils sont partout. Donc, les écrans sont là. Le tout, c'est qu'ils soient le moins là possible pour cette tranche d'âge. Le jeu et les lectures, les livres, la manipulation sont les activités principales pour ces enfants. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a des micros qui ne sont pas fermés. Merci de veiller à bien les fermer, s'il vous plaît. Je renvoie une question qui est relative à la partie précédente, mais sur la question du circuit de récompense et de la dopamine. Est-ce que tu peux développer? Bien sûr. Lorsqu'on est devant un écran, ce n'est pas ce circuit-là qui est mis en jeu de la même manière que lorsque c'est une drogue. Souvent, justement, on a parlé de ce circuit de récompense et en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes neurotransmetteurs lorsque je suis en addiction que lorsque je suis juste dans du plaisir. Donc oui, il y a de la dopamine lorsque on est dans quelque chose qui est plaisant, mais on a aussi de la dopamine lorsqu'on mange du chocolat, lorsqu'on fait une course à pied, lorsqu'on a une partie de jambes en l'air, soyons fous, on a de la dopamine. Mais est-ce que du coup, on est dans une relation addictive à ce moment-là? Non. Donc, c'est d'autres neurotransmetteurs qui sont en jeu lorsqu'on est dans un process d'addiction réel. D'autres questions? Noémie, ton micro, il est coupé. Donc, si tu parles, on ne t'entend pas. Merci. Flore, il y avait deux questions relatives à des enfants avec des particularités de troubles de l'attention et de troubles 10, de troubles, on appelle ça des TDAH, des troubles de déficit de l'attention, ou même des enfants définis comme haut potentiel. Est-ce qu'il y a un cadre différent à poser? Est-ce qu'il y a des problématiques particulières concernant ces enfants? Alors, aujourd'hui, chaque enfant, en fonction de leur particularité, n'aura pas la même relation à l'écran. C'est pour ça que c'est important de vraiment utiliser l'écran comme étant un outil de bon temps, c'est-à-dire que c'est une activité, mais c'est vrai qu'en fonction de certaines sensibilités, il faudra peut-être voir cela à la baisse, voir cela à la hausse. C'est-à-dire que certains enfants, on voit par exemple des jeunes qui ont des troubles autistiques, eh bien, quelquefois, ils n'arrivent pas à rentrer en relation avec les autres, ils n'arrivent pas à communiquer et grâce aux écrans, ils vont pouvoir interagir. Donc, ces derniers seront utilisés. Mais c'est vrai que certains jeunes qui ont des sensibilités, quelqu'un qui a des troubles de l'attention, qui a du mal à se fixer, l'écran ne va pas forcément lui permettre de développer beaucoup sa concentration. Donc, on va pouvoir lui proposer, mais aussi dans d'aussi courtes durées que toute autre activité. Donc, en fonction des sensibilités, qu'ils soient enfants précoces ou non, et ça, c'est encore d'autres enjeux, c'est important de se poser la question de comment l'enfant il interagit une fois que ça s'arrête. Et puis, il faut, quoi qu'il arrive, discuter avec ces derniers. Qu'est-ce qu'il en ressort derrière? Si le jeune n'est pas capable de savoir parler de ce qu'il voit, c'est que le support n'est pas adapté, et même s'il est grand.
Et on voit des enfants, des fois, qui ont 6 ans, on leur montre des petits dessins animés, et ben, ils vont avoir très peur, alors que d'autres à 3 ans n'auront pas peur. On ne peut pas mettre tous les enfants dans le même panier, et c'est là où vraiment on est dans le cas par cas. Très bien, merci. Je propose qu'on continue. Il y a d'autres questions, mais qui vont peut-être être développées dans le fil de ta présentation. Donc, on peut continuer. Alors, pour ceux qui n'auraient pas, qui auraient envie de poser des questions, qui n'auraient pas forcément compris, il faut ouvrir le module de conversation via le chat pour les poser par écrit, de préférence. Je reprends juste la dernière qui vient d'arriver, puisque c'est sur les enfants de moins de 3 ans. Un parent qui demande, en cette période de confinement, est-ce une mauvaise chose de faire des visioconférences avec les familles, avec nos enfants de moins de 3 ans? Alors, des vidéoconférences avec la famille, c'est-à-dire qu'on fait de la visio avec la famille, genre Skype. Alors là, on n'est pas dans de l'écran passif, on est justement dans de l'interactif, c'est-à-dire que l'enfant, il est en capacité de pouvoir voir une autre personne en face. Certes, elle n'est pas en 3D, mais s'il voit des personnes encore plus, si c'est des personnes de sa famille, on est dans un support plutôt intéressant et c'est adapté. Et d'ailleurs, on le voit, au bout de quelques minutes, il s'en désintéresse ou sinon, il a envie de cliquer sur les petits smileys qu'on peut partager, etc. Mais c'est bien qu'on puisse faire ça et heureusement que ces écrans-là existent parce que ça nous a permis de garder du lien avec beaucoup de personnes et de pouvoir continuer à se voir malgré la distance et malgré l'impossibilité de pouvoir continuer à faire des choses ensemble. Donc ça, c'est de l'écran dit interactif et en plus accompagné. Si c'est un moment tous en famille, ça a du sens, c'est chouette. Alors, on continue pour les enfants en maternelle. Alors, ça y est, on commence à parler des écrans. Quels sont les avantages de ces derniers? Eh bien, c'est vrai que pour un petit en maternelle, le fait de pouvoir commencer à regarder des dessins animés, il y a un côté qui est assez chouette parce qu'il commence à découvrir un univers complètement incroyable, de voir des fois des images qu'il a pu voir justement en livre, de pouvoir les voir s'animer. Ça reste des expériences assez inédites. Ça lui permet petit à petit de pouvoir faire la distinction entre notre univers et le monde imaginaire et petit à petit, en grandissant, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est vraiment dans le réel et qu'est-ce qui est vraiment dans le virtuel. Développer également son intelligence visio-spatiale, c'est la capacité à pouvoir comprendre que quelque chose se défile comme ça, comme un dessin animé, ou dans ce sens-là, si des fois il est amené à faire des choses avec vous sur un téléphone ou sur une tablette. Et enfin, de pouvoir développer sa capacité à savoir raconter. Et oui, parce que s'il regarde un dessin animé, on va lui demander qu'est-ce qu'il a regardé. Si on lui a demandé qu'est-ce qu'il a regardé, eh bien, à ce moment-là, il est capable de pouvoir essayer de se rappeler de l'histoire du début, du milieu et de la fin. Et ainsi, de pouvoir essayer de synthétiser quelque chose qu'il a vu. Donc ça, ce sera les avantages des écrans. Les dangers que nous, on voit, c'est le fait que 80% des programmes ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que si je vais sur les chaînes spéciales pour les enfants, la plupart du temps, ce sont des dessins animés qui ne sont compréhensibles qu'après 8 ans. Donc, si moi je vais sur Gulli ou si je vais sur Tifou pour essayer de proposer quelque chose pour les enfants, en me disant, bah, de toute façon, c'est pour les enfants puisque ce sont que des chaînes de dessins animés, et bien finalement, non, parce que c'est des dessins animés où l'histoire, elle n'est pas toujours très claire à comprendre, ou sinon ça va très très vite, la musique, elle va vite, les images vont vite, et finalement, le tout petit, il ne comprend pas. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a les replays, il y a Netflix ou tout autre support où maintenant, on peut déjà connaître la durée de ce que l'on va montrer, on décide de quand est-ce qu'on va le mettre, on peut arrêter parce qu'on sait qu'on va pouvoir revoir la fois d'après, alors que sur une chaîne hertzienne, eh ben, on ne sait pas quand est-ce que c'est, on ne peut pas le revoir sauf si on a les replays, et donc on a d'autres contraintes. Mais aujourd'hui, c'est mieux si on peut essayer de savoir qu'est-ce qu'il va regarder. Mais on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir regarder tous les dessins animés et de se dire que bah, ça et ça, ce n'est pas de son âge. On estime que ce n'est pas non plus de leur âge parce que très souvent, le fil rouge principal des dessins animés proposés aujourd'hui, qui est le même fil rouge depuis des années, c'est qu'il y en a un qui essaye d'attraper l'autre ou qu'il y en a un qui va tuer l'autre. Ce qui fait que bah, forcément,
l'intention de l'histoire, elle n'est pas hyper positive. Après, il y a un côté drôle, burlesque. Si on reprend les Tex Avery, Bip le coyote, Titi et Gros Minet, Tom et Jerry, il y en a toujours un qui veut tuer l'autre ou manger l'autre. Et c'est une éternelle course-poursuite qui a été repris dans les dessins animés actuels, Zig et Charcot, Oggy et les cafards, qui sont des dessins animés où à chaque fois, il y en a un qui va essayer à tout prix de pouvoir se débarrasser des autres ou de pouvoir les manger. Et les enfants, quelque part, ils aiment, mais si on leur redemande de raconter ces histoires-là, la plupart, ils se rappellent de une ou deux scènes parce que c'est allé trop vite pour leur petit cerveau. Ce qu'il faut voir également, c'est que derrière, un maternel, c'est pas encore faire la différence entre le bien et le mal. Aussi, il y a vraiment des petits enjeux de si je donne un coup de pied, bah oui, mais c'était pour rire. Mais si tous les dessins animés qu'ils regardent, lorsqu'on tape, c'est pour rire, c'est compliqué aussi pour eux de pouvoir prendre la distance nécessaire et de se dire non, mais ça, c'est que dans les dessins animés, dans la vraie vie, ça devrait pas marcher comme ça. C'est compliqué pour eux de se dire ça. C'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de pouvoir les accompagner sur les supports qu'ils visionnent. Quand ils regardent aussi les dessins animés, il y a une très charge forte émotionnelle qui se passe. Parce que la plupart du temps, ils arrêtent de respirer, ils se mettent en apnée et on les voit, ils sont tout contractés comme ça, ils ont les joues rouges. Donc c'est là où ça peut être intéressant de leur dire de respirer. Et aussi de leur dire que dans quelques secondes, on va éteindre la télé. Et c'est pour ces raisons-là que la plupart du temps, lorsqu'on leur met trop de dessins animés, ils se transforment en gremlins. Et on n'a pas compris pourquoi. Mais parce qu'ils ont fait trop d'écran et que là, ils n'ont pas assez bien respiré et que c'est l'explosion et qu'il y a une forte charge émotionnelle et qu'ils ont été tendus, que là, ils déchargent et puis du coup, c'était un trop-plein à ce moment-là. Les jeux vidéo, pour les enfants d'âge maternel, ce ne sont pas forcément les supports les plus intéressants. Ça risque de les détourner de leurs activités principales parce que c'est des enfants qui ont encore besoin de beaucoup bouger. Or, les jeux vidéo, on est dans l'activité des pouces et du coup, ça génère des fois pas mal de tension aussi de devoir faire les jeux. Et en même temps, le corps, lui, ne sait pas dépenser. Donc, une fois qu'on a fini les jeux, ils sont fatigués, mais ils sont fatigués psychologiquement parce que ça leur a mobilisé beaucoup d'énergie. Mais en même temps, ils ne se sont pas dépensés physiquement. Ce qui fait qu'après, ils vont être énervants, alors que finalement, il aurait mieux fallu qu'ils se dépensent physiquement et pas trop psychologiquement. Donc, voici les conseils qu'on propose pour les 3-6 ans. On essaye d'établir des règles de temps. Bon, alors, quel jour on a le droit? Combien de temps? Quand on va les lancer, on dit « Ok, vous vous rappelez, on a dit un dessin animé. On a dit tant de minutes. » Et bien rappeler une fois que ça se termine. Quand des fois on me demande les durées, on est sur une demi-heure à 1 heure par jour max. Ça, c'est dans le cas où on n'est pas confiné. Parce que dans le cas où on est confiné, c'est tout autre, évidemment. Ne soyez pas trop surpris. Les écrans au maximum, c'est dans le salon. Hein, les écrans, c'est comme un frigo. Si on met un frigo dans la chambre d'un enfant, il risque de servir un peu comme il veut. Là, c'est pareil, on essaie d'éviter que les télés soient dans leur chambre lorsqu'ils sont si jeunes. On choisit ensemble qu'est-ce qu'ils veulent regarder. Et puis, encore une fois, on parle de ce qu'ils voient et de ce qu'ils font. Des petites questions avant qu'on passe aux élémentaires ? Eh bien, une question spécifique par rapport aux 3-6 ans. En partant de l'hypothèse que les jeunes enfants sont déjà en contact avec les écrans à leur domicile, est-ce que du coup les écrans interactifs ont leur place en collectivité? Alors, tout dépend de comment ça va être utilisé, ces écrans interactifs. S'ils sont utilisés dans le cadre d'apprentissage, ça a sa place. Si c'est utilisé dans le cadre d'activités, tiens, cet après-midi, à l'accueil de loisirs, je vais proposer jeux numériques, etc. Ça peut être pertinent si c'est cadré, si derrière on reparle de ce qui a été fait, mais s'il n'y a pas tous les cadres qui sont comme ici préconisés, et ça sera une activité qui n'aura pas forcément de sens. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on y met derrière. Les outils numériques sont intéressants et ils peuvent être très, très pédagogiques à partir du moment où c'est expliqué. Mais comme un dessin animé, ça peut être génial de proposer des courts-métrages aux enfants et derrière d'animer un débat. De dire, voilà, on a regardé un dessin animé sur l'entraide, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez fait la même chose, etc. Par contre,
mince, aujourd'hui il pleut, pas de récré, dessin animé, et puis on met le premier truc qu'on a sous le coude et puis on n'en reparle pas derrière, et ben c'est un temps où finalement l'enfant a été passif, on ne sait pas ce qu'il en garde, on ne sait pas s'il a compris, et si ça se trouve, s'il a eu des émotions, des choses qui l'ont dérangé, est-ce qu'il aura la place pour pouvoir en parler? C'est là où c'est dommage et de ne pas pouvoir exploiter ces temps au mieux. Alors, je vais regrouper deux questions, à la fois celle de la fratrie concernant le choix des dessins animés, et puis comme on parlait des collectivités, il y a la question du dessin animé à l'école. Donc voilà, il y a deux temps. Et oui, alors ce que je vais vous annoncer va être très dur, mais lorsqu'il y a une fratrie, c'est l'enfant le plus jeune qui choisit le programme. Et ouais, donc s'il a envie de regarder Pas de patrouille et qu'il y en a qui a 12 ans dans l'histoire, il va être bien déçu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'enfant de 3-4 ans ne peut pas regarder un programme pour plus grand. C'est comme si il y avait des enfants, si on imagine qu'il y a un jeune qui va aller en boîte de nuit, est-ce qu'il va prendre ses petits frères et sœurs avec lui parce qu'eux aussi ont envie? Non. Donc là, c'est essayer de respecter les âges de chacun. Donc s'ils veulent tous regarder en même temps, ben, on prend le dénominateur les plus petits qui l'emporte. Et sinon, c'est expliquer aux plus jeunes qu'à ce moment-là, c'est un temps d'écran pour les plus grands avec un programme qui leur est destiné et que lui puisse attendre dans la chambre, etc. Et c'est là où des fois, bah, ce n'est pas toujours possible. Et c'est au maximum, en tout cas, essayer d'expliquer. Et puis, c'est aussi juste pour les plus grands, parce qu'il y a un côté où le plus grand, il a dû attendre d'avoir l'âge qu'il a pour regarder ça, mais le plus petit, sous couvert qu'il est dans les parages, a le droit d'avoir quelque chose que lui n'avait pas le droit. Donc, c'est aussi ramener à chacun sa juste place. Pour en revenir à l'école, c'est vraiment des choses, il faut en parler avec eux. Aujourd'hui, on ne peut plus dire aux écoles, il ne faut pas d'écran pendant les temps de récré où il pleut, ou il ne faut pas d'écran pendant ci ou ça. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Par contre, on peut essayer de réfléchir à des programmes adaptés. En plus, il existe aujourd'hui tellement de supports gratuits et tellement bien faits pour les enfants que c'est dommage, mais c'est souvent méconnu. Vous allez sur des sites internet filmspurenfants.net où vous avez plein de courts-métrages gratuits à disposition des enseignants et de tout public. Et en plus, c'est sur des thèmes particuliers. Il y a écrit les âges, à partir de quel âge on peut en parler. Et ce sont des courts-métrages, en plus, c'est chouette, où il y a en général peu de dialogue. Donc, c'est souvent très poétique, il n'y a que de la musique. Et ça laisse la place à l'imaginaire pour comprendre ce qu'on est en train de voir. Et ne pas être concentré sur ce qu'on entend et concentré sur ce qu'on voit. Mais parler avec les écoles, essayer de trouver ensemble des programmes, des supports qui puissent être adaptés pour ces publics-là, plutôt que d'aller dans un discours qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'écran parce que justement, on nous dit qu'il faut qu'il y ait peu d'écran pour les enfants parce que finalement, c'est sans fin. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Essayons d'être plutôt dans de l'écran qualitatif. Et puis, très souvent, ils sont preneurs. Ah bon, ça existe, ça, je ne savais pas, ça peut être sympa, etc. Vous demandez à la coopérative d'acheter sinon des DVD. Il y a plein de DVD aujourd'hui mis à disposition sur des thèmes divers et variés en lien avec les programmes également. Mais avec tous les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition, ce n'est pas l'argent le vrai sujet. C'est bon pour vous? Ouais, on continue, Noémie? Oui, je crois qu'on va continuer. J'ai indiqué le site qui, pour moi, Flore, est plus film-pour-enfant.com. Voilà, ouais, c'est ça. .net, puisque... Oui, .net, c'est savoir à quel âge, quel film, c'est ça. C'est savoir ça. Quand vous voulez proposer un dessin animé à un enfant, ça vous dit à partir de quel âge c'est. Donc, c'est aussi un autre site très, très bien. Il y en a un où il y a des tirets, il y en a un où il n'y a pas les tirets. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça y est, on rentre chez les élémentaires. On commence à savoir rentrer dans certains apprentissages. On commence à savoir lire, écrire, compter. Et du coup, on commence à avoir accès aux jeux vidéo. Ça y est, c'est bon, on peut introduire les jeux vidéo pour de vrai. Mais alors, petit sondage, est-ce que ces derniers permettent-ils vraiment de mieux gérer le stress? Petite question. En pourcentage, ça donne donc 15% des personnes qui ont répondu pensent que les jeux vidéo permettent de mieux gérer le stress.
69% des personnes qui ont répondu pensent que non. Et 16% ne savent pas si les jeux vidéo permettent de mieux gérer le stress. Flore, Et une ouais, sur la question. compte à rebours. Alors, est-ce que les jeux vidéo permettent de mieux gérer le stress? Eh bien, dans certaines conditions, oui. Alors, évidemment, ce n'est pas la solution pour gérer le stress en règle générale, mais on constate à travers plusieurs études que, en effet, la pratique de jeux vidéo permet chez beaucoup d'enfants de mieux gérer leur stress dans leur quotidien. Car lorsqu'ils font des parties de jeux vidéo, ils sont dans des moments de plaisir. C'est-à-dire que c'est plaisant pour eux de jouer et en même temps, c'est aussi stressant parce qu'il faut arriver à aller plus vite, ou il faut réussir à attraper telle chose, ou il faut se dépêcher parce que le temps va si vite s'écouler, il ne faut pas perdre, et ainsi de suite. Mais puisque c'est plaisant, eh ben, ils arrivent à gérer leur stress parce que grâce au plaisir que cela leur procure, eh ben, du coup, ils arrivent à avancer et à grimper dans les niveaux. Et une étude a été assez intéressante comme ça, qui a été faite, où on a essayé de voir des jeunes qui avaient une pratique de jeux vidéo évidemment pas excessive, avec des jeux vidéo adaptés à leur âge, pendant 1 mois, comparé à un autre groupe d'enfants qui, eux, n'avaient pas de pratique de jeux vidéo, mais qui n'avaient pas d'autres pratiques d'activités pour réguler, donc pas de méditation, pas de yoga ou quoi que ce soit. Et lorsqu'on les mettait en situation stressante, donc des examens où on leur remettait un chronomètre et qu'il fallait qu'ils agissent vite, et des situations stressantes, on se rendait compte qu'il y avait plus de 75% des cas où les jeunes qui avaient pu faire des jeux vidéo arrivaient à mieux gérer leur stress durant les examens. Alors évidemment, on ne peut pas se dire, du coup, mon enfant est stressé, il faut qu'il fasse des jeux vidéo, mais par contre, on peut se dire que les jeux vidéo peuvent être un média intéressant dans certains cas, lorsque c'est des jeux aussi qui sont plaisants, adaptés à leur âge. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de nos petits jeux vidéo? Ils représentent quand même beaucoup d'avantages. Pendant longtemps, on a décrit les jeux vidéo comme étant une pratique pour les geeks. C'est pour ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui aiment bien glander chez eux. Et aujourd'hui, finalement, ils ont une place très importante, les jeux vidéo. Juste pour vous dire, il y a même des prix qui ont été inventés, un petit peu comme les Oscars pour les films ou les Molières pour les pièces de théâtre. Et bien maintenant, il y a des prix qui sont en train d'être créés pour les jeux vidéo, aussi bien pour le meilleur scénario, la meilleure bande-son, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on est face à un média qui prend une place très importante dans notre univers. Ces derniers, ils nous permettent quoi? Développer la concentration, l'innovation, le fait de pouvoir se décider rapidement et de pouvoir travailler de manière collective, parce que lorsqu'on va commencer à jouer en réseau, on va devoir prendre en considération aussi les autres joueurs. Tout ça, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à nous, adultes, dans notre travail. Donc c'est plutôt pas mal, si on y réfléchit bien. Donc, c'est vraiment une pratique qui est plaisante. Et dernièrement, les statistiques nous démontrent que c'est l'une des activités les plus pratiquées chez les enfants entre 8 et 15 ans. Alors, comment on pourrait développer leur créativité dans les jeux vidéo? Alors, on pourrait utiliser par exemple les programmes de Scratch. C'est un programme qui permet de faire de la programmation. Ça permet à l'enfant de comprendre comment ça se passe un jeu vidéo. Il va créer lui-même son jeu vidéo. Il y a Minecraft qui est super, qui est l'un des super grands jeux de tous les temps. Ça va faire des années et des années qu'il est numéro 1 chez les jeunes de cet âge-là. C'est un Lego virtuel, la possibilité de pouvoir créer un univers incroyable assez rapidement. Et en plus, on peut aussi jouer avec d'autres personnes. Donc, il est plutôt vraiment bien fait, Minecraft. Si on revient sur les autres outils numérique chez les enfants, on voit donc YouTube Kids, qui lui est un média pas du tout jeu vidéo, mais qui est plutôt un média intéressant à proposer à cet âge-là, plutôt que YouTube, car celui-ci est spécifique aux enfants. Et maintenant, les enfants qui font beaucoup de jeux vidéo, ils vont sur YouTube pour voir des vidéos de personnes en train de faire des jeux vidéo pour essayer d'améliorer leur niveau. Donc, essayez de les inviter à aller sur YouTube Kids, car c'est des programmes normalement mieux géré pour les enfants. Je dis normalement parce que ça va tellement vite qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur des mauvaises vidéos. Mais ça restera toujours mieux que le vrai YouTube. Alors, quels sont les dangers des jeux vidéo? Les vrais dangers aujourd'hui, ce sont tout ce qui est contenu violent. C'est-à-dire que les enfants ne font pas des jeux vidéo de leur âge.
Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'il y a des petits PEGI. Alors, c'était à chaque fois que j'avançais dans les âges, c'est le petit PEGI, c'est l'âge préconisé auquel on peut commencer à jouer au jeu. Et encore, c'est pas parce qu'il y a écrit 7 ans qu'à 7 ans, on peut y jouer. C'est juste que ce n'est pas dangereux visuellement pour un enfant qui a 7 ans de tomber dessus. Les petits PEGI, on les retrouve également sur les applications. C'est-à-dire que quand vous mettez une application sur votre téléphone, vous avez un PEGI. Mais par exemple, moi, j'ai mis l'application Oui SNCF sur mon téléphone. Et c'est un PEGI 3. Mais ça ne veut pas dire qu'un enfant de 3 ans peut utiliser l'application Oui SNCF. C'est juste que si un enfant de 3 ans tombe sur mon application Oui SNCF, eh ben, il ne sera pas en danger et ça ne va pas lui faire peur. Donc, aujourd'hui, quand on parle avec les enfants, moi quand j'interviens dans les classes et que je parle avec eux, qu'est-ce que tu fais sur les écrans? Beaucoup font des jeux vidéo qui sont interdits à moins de 12 ans, voire au moins de 16 ans, alors qu'ils en ont 7, 8, 9. Et là, on est plus dans de la méconnaissance. Et quelquefois, certains parents ne sont même pas au courant qu'ils font ces jeux-là, car certains sont gratuits. Et donc, puisqu'il n'y a pas besoin de les acheter, eh ben, les parents ne sont même pas au courant que les enfants les ont installés et y jouent. C'est pour ça que c'est important de pouvoir parler avec eux de qu'est-ce qu'ils font et de qu'est-ce qu'ils voient, pourquoi il faut en parler, ne pas les interdire, mais plutôt essayer de leur expliquer pourquoi on n'est pas pour. Parce que si on interdit, bah, les enfants, après, ils ne parlent plus. Alors du coup, on ne s'en sort plus. Du coup, ils font tout en cachette, c'est pire. Mais essayez vraiment de leur dire, les jeux vidéo, ok, on en parle, et quand ils ont entre 6 et 9 ans, essayez d'éviter au maximum qu'ils aient des connexions Internet. Parce que encore aujourd'hui, il y a beaucoup trop de manipulations qui ont lieu, de joueurs qui se font passer pour des enfants qui n'en sont pas, et qui derrière essayent de donner rendez-vous aux enfants dans la vraie vie, ainsi de suite. Et encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de manipulations. Et quand les enfants osent enfin en parler à leurs parents, les parents tombent des nues parce qu'ils ne se rendaient même pas compte que leurs enfants étaient capables d'aller sur Internet. Donc, comme on l'a dit au début, les enfants, s'ils sont intuitifs, ils arrivent très vite à faire plein de choses et souvent, ils n'en parlent pas parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a besoin d'en parler. Donc, vous, parents, vous, professionnels, vraiment, c'est important de leur expliquer comment on utilise les jeux vidéo et comment on fait. Quand ils sont sur leurs jeux vidéo, très souvent, ils essayent aussi, les jeux vidéo ou même c'est pas les jeux vidéo, pardon, je voulais dire, c'est quelquefois quand ils commencent à aller sur YouTube, alors que Internet, on essaye d'éviter à ces âges-là, eh ben, ils vont avoir plaisir à diffuser eux-mêmes des vidéos, des choses, et puis bah, du coup, c'est leur expliquer c'est quoi la différence entre l'espace intime et l'espace public. On ne va pas parler de tout et n'importe quoi partout, et que bah, lorsque je suis chez moi, eh ben, ce n'est pas parce que je suis chez moi que je peux parler de tout ce qui se passe chez moi partout sur tous les réseaux sur lesquels je vais pouvoir me pointer. Alors, quels sont nos petits conseils? On essaye de maintenir toujours des règles. On ne dépasse pas plus d'1 heure par jour sur les écrans, c'est déjà beaucoup. Donc ça, c'est le maximum sur ce que l'on pourrait proposer à ces âges-là. On essaye de toujours privilégier les écrans au salon. Et on essaie de voir combien de temps ils y passent, pourquoi pas noter sur un petit carnet pour pouvoir faire un point avec eux. Et puis, évidemment, les activités de création sont à privilégier. On continue avec nos préados. Des questions? Noémie? Bérangère? Alors, il y avait à nouveau des questions sur les jeux vidéo peuvent-ils être source de stress au contraire? Il y a plusieurs questions sur les jeux vidéo. On nous précise que le sigle PEGI signifie Pan-European Game Information pour les personnes qui maîtrisent l'anglais. Voilà, c'est un sigle anglais qui est une dénomination qui classifie les jeux. Voilà. Mais voilà, également, il y a une information sur Scratch qui est effectivement étudiée au collège. Mais ça peut être utilisé même avant. Franchement, Scratch, c'est le top du top. Il y a différents programmes de Scratch, en fait. Il existe différentes formules. C'est utilisé beaucoup au collège pour les mathématiques, la géométrie. Mais c'est un support vraiment pour apprendre la programmation. C'est sympa. PEGI, là, on voit notre petit PEGI 12. Donc, vous avez, en gros, il y a un tableau qui existe et en fonction des âges, on va sélectionner les cases et on se dit, ah,
là, il y a de ça, là, c'est un peu stratégique, là, c'est un petit peu violent. Et en fonction des cas sélectionnés, ça va nous donner le PEGI. Mais ce sont les constructeurs des jeux vidéo et des applis qui déterminent le PEGI. Mais c'est important, c'est un repère, mais c'est une suggestion. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, comme le CSA, des interdictions par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai 12 ans, je peux aller acheter un jeu vidéo interdit aux moins de 18 ans. Parce que c'est une préconisation, mais ce n'est pas un produit illicite. Contrairement à une bouteille d'alcool, à 12 ans, je ne vais pas pouvoir normalement l'acheter parce que la loi me l'interdit. Mais il n'y a rien d'un point de vue pénal au niveau des jeux vidéo. Alors, pour continuer sur les jeux vidéo, on nous demande si, pour des enfants qui auraient du mal à manipuler, avoir une motricité fine qui ne serait pas forcément bien développée, est-ce que des jeux de Lego interactifs ne seraient pas contre-productifs, tout comme, par exemple, le coloriage sur une tablette? Bien sûr, il faut voir ça comme du bonus, il ne faut pas voir ça comme du remplacement. C'est-à-dire qu'un jeune qui adore faire des Lego, c'est bien qu'il continue à faire des Lego, et si en plus il a la possibilité de faire du Minecraft, ça lui permet des fois de multiplier ses expériences. C'est-à-dire que son Lego, ça lui permet de faire quelque chose d'une taille assez conséquente, mais ça va être un bateau, dans du très gros, ça va être une tour, mais il ne va pas pouvoir créer un village. Alors qu'avec une Minecraft, c'est ça qu'il va pouvoir faire. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est de se dire, tout ce que je me suis imaginé dans ma tête et que mes petits Legos, j'en avais pas assez, je vais pouvoir le faire dans le virtuel. Mais l'idée n'est pas de remplacer. Et c'est ça qui est important dans les écrans, c'est qu'aujourd'hui, et encore plus après le confinement, il y avait un côté de pourquoi le faire puisque maintenant je peux le faire grâce aux écrans. Pourquoi retourner au collège puisque maintenant j'ai les cours, j'ai tout sur Internet, je n'ai pas besoin d'aller au collège. Et en fait, non, les écrans sont un support intéressant, ça peut être du bonus, ça peut être une alternative dans certains cas, mais en aucun cas, ça devrait remplacer les vraies choses que l'on apprécie de faire. Pour en venir par rapport au stress, oui, évidemment, comme toute activité qui est intense et qu'on a plaisir, ça génère également du stress. Aussi bien que si je me mets à faire du tennis et que j'ai envie à tout prix de placer mon coup droit et j'y arrive pas et ça va me stresser, ou si je fais un match de basket, j'ai pas mis autant de paniers que je souhaitais, ça va me stresser. Si j'ai perdu mon match, ça va être exactement la même chose lors de parties de jeux vidéo. Si à outrance, j'arrive pas à faire certaines choses, j'arrive pas à dépasser un niveau, ça va stresser. Mais si le jeu, en termes d'âge, est adapté aux jeunes et s'il y joue dans un temps raisonné, ça sera un stress qui sera modéré aussi bien que sur du sport ou dans des vrais jeux. Quand on joue au Monopoly et qu'on n'arrive toujours pas à faire le nombre de dés qu'on souhaite pour acheter telle chose ou parce qu'on ne veut pas tomber rue de la Paix, ça stresse. Et pourtant, on n'est pas sur un jeu vidéo. Donc, notre quotidien est fait de stress. Le tout, c'est les jeux vidéo. Si on en fait trop, le stress va être très, très intense. C'est pour ça que c'est important de rester dans un cadre. Alors, encore une petite série de questions autour du contrôle parental qui est arrivé depuis assez rapidement. Est-ce que d'abord, c'est imposé aux parents de mineurs par la loi? Ensuite, quels outils? Est-ce qu'il y a des conseils? Et du coup, sur Microsoft Family Safety, plusieurs qui sont proposés. Voilà. Puis peut-être plus globalement, du coup, le contrôle parental, quel est ton avis? C'est trop bien parce que c'est exactement ce qu'on allait dire après. C'était après mon sondage. Je reviendrai au sondage après. Les contrôles parentaux. Oui, et oui. Alors, non, il n'y a pas de loi qui dit il faut un contrôle parental. Sinon, il y a une amende. 35 €, il n'y avait pas de contrôle parental. Non, pas du tout. Ce n'est pas une loi, c'est une grande préconisation. C'est vraiment chouette d'en mettre un. Moi, je dis à tout le monde, il faut à tout prix en mettre sur vos téléphones partout parce que ça va très, très vite, le fait d'aller sur Internet et de tomber sur des images choquantes. Mais pas que. C'est-à-dire qu'un contrôle parental, c'est bien, mais ce n'est pas l'unique chose à faire pour pouvoir protéger les enfants. C'est-à-dire que moi, j'aime bien Quant Junior comme moteur de recherche, par exemple, plutôt que Google, parce que du coup, ça filtre beaucoup et ça dirige tout de suite vers des sites spécifiques pour les enfants. Mais le contrôle parental, très souvent, il y en a qui disent c'est bon, je l'ai mis, je l'ai installé, donc c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Il faut continuer à pouvoir parler de ce que font et fait les enfants et en même temps, il faut pouvoir expliquer pourquoi on met un contrôle parental et que ce soit les bons. Parce qu'il y en a des fois, ils filtrent tellement qu'on ne peut plus faire du tout de recherche. Donc là, c'est plus intéressant. Mais
Microsoft Family ou Google Family ou tous les supports possibles qu'il existe aujourd'hui pour essayer de contrôler à distance comment les jeunes se connectent, c'est intéressant, mais pas que, encore une fois. Aujourd'hui, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la possibilité de souscrire à un programme, voilà, que ce soit via Microsoft, via Google, via Apple, il y a une palette assez large de tout ça, où vous, à distance, vous paramétrez tous les outils que vous avez, donc votre ordinateur, les téléphones portables de la maison, de votre ado, de tout le monde. Et puis, vous pouvez décider de quand est-ce que la Wi-Fi s'arrête, quand est-ce que la connexion Internet, donc Wi-Fi, la connexion s'arrête, voire quand est-ce que tout le téléphone s'éteint. On peut décider de ça. L'avantage de ça, c'est lorsqu'on a certains enfants qui ont du mal à cadrer, c'est que le cadre, il est posé, ils ne peuvent plus bidouiller, le téléphone, il est éteint. L'inconvénient, c'est que du coup, derrière, il y a un côté où l'enfant subit. Et on voit bien arriver à la préadolescence, à l'adolescence, lorsque c'est des choses qui sont subies, c'est vécu comme une injustice. Et du coup, quelquefois, là où on cherche à créer du lien, on risque de générer plus de conflits. Donc, il faut que chacun voit midi à sa porte. Et c'est bien de pouvoir en discuter ensemble avec le jeune, de dire pour quelles raisons on le met en place et qu'il n'en souffre pas non plus de trop. Et voilà. Mais le dialogue doit rester l'une des choses qui doivent rester. Lorsqu'on arrive à Internet, ça y est, on a 9-10 ans, on le voit également dans les programmes scolaires puisque les enseignants de CM1, CM2 demandent aux élèves de commencer à faire des recherches sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur expliquer comment ça marche. Et aujourd'hui, il y a même des programmes, ça s'appelle le permis Internet, pour comprendre comment ça marche Internet. Nous, on parle de jungle. Clairement, voilà, c'est un univers assez incroyable, c'est génial, c'est merveilleux. Je vais dans la jungle, je vais voir des animaux exotiques, des fleurs magnifiques. Mais bon, il y a quand même peut-être un léopard qui est derrière moi ou des gros moustiques avec des maladies incroyables. Donc, c'est important de pouvoir se prémunir de ça et de se protéger de ça. Donc, les jeunes, il faut leur expliquer comment on fait une recherche, comment on sait la source, l'identifier. Est-ce que c'est vrai ce que j'y fais? Est-ce que c'est bon ce que je vois? Est-ce que ce que je relate peut être faux? Et faire la part de tout ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une information sur deux est une fake news. Donc, si déjà nous, on a du mal à savoir faire la part du vrai et du faux, imaginez un enfant qui découvre cet univers. Aussi, ils commencent à vouloir eux-mêmes créer leurs propres images, leurs propres vidéos, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et donc de leur expliquer le droit d'image. On ne peut pas diffuser la vidéo des copains où on s'est filmé au parc faire des cabrioles sur nos skates et la diffuser sur YouTube. Ce n'est pas légal. Et là, on touche à la légalité par rapport au droit à l'image. Donc vraiment, il faut leur expliquer. Mais si on ne leur explique pas, ils ne savent pas et ils pensent qu'ils sont dans leur plein droit à ce moment-là. Du coup, ça nous amène à notre petit sondage. À votre avis, parce qu'on a accès à Internet et qu'on peut savoir plein de choses, est-ce qu'on apprend mieux grâce aux écrans? Je mets fin au sondage et on commente les résultats. Oui. Et donc, en effet, c'est le sondage le plus serré de la soirée, presque une élection présidentielle à l'américaine. Ouh là 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 là. 46% pensent que oui, on apprend mieux avec les écrans et 54% pensent que non, on n'apprend pas mieux avec les écrans. Et ouais, on peut dire que vous avez tous raison. En fait, c'est fait exprès de dire on apprend mieux. C'est-à-dire que sur certaines choses, on peut mieux apprendre grâce aux écrans. Par exemple, je dois changer la roue de mon vélo. Ça va être clairement plus facile pour moi de la changer avec un tuto vidéo que de prendre un petit manuel papier. Par contre, cela ne veut pas dire que cela peut tout être mis dans le même panier. Il y a énormément d'apprentissage qu'on apprendra évidemment mieux dans le réel parce qu'on est dans la relation avec la personne et que c'est parce qu'on est en lien avec l'autre et dans les interactions qu'on peut avoir qu'on apprendra mieux à ce moment-là. Donc, on n'apprend pas que mieux, mais il y a certaines choses où ça sera plus facile, ça sera mieux avec les écrans, mais ce n'est pas valable sur tout. Et en règle générale, on apprend quand même mieux dans la vraie vie. Donc oui, c'était une question exprès pour amener cela. Mais quand on dit non, on apprend mieux dans les livres, sur certaines choses, pas forcément. Donc l'outil écran est intéressant, il n'est pas à négliger, mais ce n'est pas un remplacement, encore une fois. Alors, ce qu'il est intéressant pour voir pour Internet, du coup,
C'est 3 règles pour nous qui sont importantes. La première, c'est que tout peut tomber dans le domaine public, c'est-à-dire que lorsque je vais diffuser une vidéo, même si je la supprime derrière, ça appartient sur le domaine dans lequel je l'ai diffusée. Ça reste éternellement. Et en plus, tout ce que je vais faire sur Internet est indécidable. C'est-à-dire que quand je vais écrire dans ma barre de recherche, je souhaite, je vais taper Gandhi. C'est pas dit que je vais avoir la biographie tout de suite de Gandhi. Je vais peut-être avoir un restaurant Gandhi, je vais peut-être avoir un chanteur Gandhi, mais je ne peux pas décider sur quoi je vais tomber. Et ça, c'est important de l'expliquer aux jeunes. Les avantages d'Internet, c'est quand même un milieu incroyable dans lequel on peut tout trouver. Donc, ça attise énormément la curiosité, le travail en collectif également, où les jeunes vont avoir plaisir à pouvoir commencer à travailler en réseau. Et puis, pour ceux qui font des jeux vidéo en réseau, de pouvoir trouver leur place. Un jeune qui est timide, qui a du mal à prendre la parole auprès des élèves à la récréation, là, des fois, c'est des univers dans lesquels ils sont plus à l'aise. Et du coup, il peut avoir une place également comme ça. Les dangers, comme on l'a dit au préalable, ça va être les contenus violents, le fait que les jeunes soient exposés à des jeux vidéo qui ne soient pas de leur âge. Et là, c'est vraiment problématique. Et la difficulté de réguler le temps devant ces derniers. Car là, vu qu'ils commencent à rentrer du jeu d'écran et en plus de jouer en réseau, les copains se connectent, etc. Le temps que tout le monde soit connecté, les parents ils font « c'est bon, c'est terminé ». Et là, ils se disent « mais non, j'ai trop envie ». Et là, ça va être compliqué de pouvoir un petit peu gérer tout ça. Donc, il va falloir les accompagner et pouvoir bien cadrer. C'est à partir de ce moment-là aussi, on commence à voir certains jeunes qui sont en difficulté. Et du coup, il faut essayer de se poser des questions. Qu'est-ce que ça cache? Quelle anxiété il y a derrière? Quelles difficultés le jeune rencontre? Aussi, nos conseils à ce moment-là, c'est on maintient des règles, quoi qu'il arrive. C'est toujours dans le salon. Et on explique nos fameuses règles d'Internet et on discute de l'âge par rapport à tout ce qu'il utilise. Du coup, ça nous amène après à l'adolescence. Un âge merveilleux. Le début de la fin pour certains d'entre vous qui sont parents de ce public-là, navré. On arrive aux réseaux sociaux. Eh bien, les réseaux sociaux, c'est intéressant de pouvoir comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est vrai que des fois, nous, adultes, on est un peu perdus. Si on n'est pas dessus, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Alors, on sait qu'il y a des phrases politiques sur Twitter, on sait que page Facebook, c'est comme un bottin, on sait qu'il y a des photos sur Instagram et ainsi de suite. Mais on n'en entend pas parler. Mais si vous voulez vraiment pouvoir aider et accompagner les jeunes, il faut vous renseigner un petit peu sur qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce que cela nous permet de développer quand on est jeune. Nous, ce qu'on va vraiment aborder, c'est justement la jungle des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y découvre? De pouvoir essayer de comprendre tous les enjeux derrière par rapport à l'intimité, de quoi je vais parler de moi sur ces réseaux et comment je vais me mettre en avant tout en préservant mon intimité et sans trop me dévoiler. C'est aussi un moment où il va falloir aborder la pornographie. C'est un sujet qui n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, on se dit, tiens, j'ai un jeune de 12 ans, allez, ce soir, si on parlait pornographie. Non, c'est vrai que c'est hyper délicat, on n'est jamais très à l'aise et on se dit, c'est bon, ils vont le faire au collège. Sauf qu'aujourd'hui, les statistiques nous démontrent que les jeunes arrivés en 4e ont tous vu des films ou des images porno et la sensibilisation se fait en 4e, voire qu'en 3e. Aussi, c'est important de pouvoir leur en parler bien avant. Pas après qu'ils aient vu, mais avant, pour qu'ils puissent comprendre tout ce que tous les enjeux qu'il y a là-dessus, et aussi que ce n'est pas la réalité. Parce qu'aujourd'hui, on est face à certains jeunes qui pensent que la pornographie correspond à la réalité sexuelle, et certaines jeunes filles donc pensent qu'il faut être dans une hypersexualisation et s'extasier de tout. Certains jeunes hommes pensent qu'il faut avoir un gabarit assez incroyable, ce qui fait que c'est assez compliqué par la suite de pouvoir accompagner ces jeunes qui ont du coup une méconnaissance de la réalité. On va leur parler également de la jungle des données personnelles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me connecte sur Internet, je me connecte sur un certain réseau, ça veut dire que j'autorise que tout le monde ait accès à mes données. Ils aient accès à mes photos, à mes vidéos, à mes contacts. Et c'est important du coup de pouvoir justement refuser tout ça. Quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est nous le produit.
Et du coup, si on autorise l'accès à nos données, eh ben, on leur donne du pouvoir sur nous. Et après, ils connaissent beaucoup trop de choses. Il faut se protéger de tout ça et leur expliquer. Donc, il va falloir aller sur les historiques, les effacer, effacer les cookies, effacer les petites caches, effacer les données et ainsi de suite. Enfin, la dernière jungle, mais pas des moindres, c'est l'économie de l'attention. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux sont faits de telle manière à ce qu'on y reste. Donc, tout est fait pour qu'on puisse continuer à y aller et à regarder et à cliquer. C'est l'économie du clic. Plus je clique, plus je reste longtemps sur les réseaux, plus je leur apporte de l'argent. Expliquez ça à vos jeunes pour qu'ils comprennent aussi que derrière, il y a de la manipulation, évidemment. Alors, les avantages, ça reste génial. Les réseaux sociaux, c'est une expérience sociale incroyable. On peut parler avec la terre entière. On peut avoir des nouvelles des cousins du Canada ou des nouvelles de la cousine qui est en Nouvelle-Calédonie, tout en restant assis chez soi. Alors avant, on pouvait le faire, on pouvait se passer des coups de fil, sauf qu'il y avait le décalage horaire et puis c'était jamais le bon moment. Alors que là, on peut continuer à être en lien avec tout ce monde-là. Les réseaux sociaux, ils ont permis des mouvements. Encore il y a quelques semaines, il y avait de nouveau une marche pour le climat. Il y a pu avoir plein de choses qui ont été mises en place grâce au réseau, alors qu'on ne pouvait pas mobiliser autant de personnes avec d'autres moyens. Les dangers au niveau des écrans par rapport à cette tranche d'âge et par rapport au réseau, c'est vraiment l'estime de soi. C'est-à-dire que moi, je suis un jeune, j'ai 13 ans. Je ne suis pas bien dans mes baskets. Et si je vais surfer sur Internet et que je vais sur les réseaux sociaux, la vie des autres, elle va être merveilleuse. Et ça va être encore plus dur pour moi parce que je vais me dire, oh, la mienne, elle est vraiment nulle. Et du coup, si j'ai une mauvaise estime de moi, elle va être encore plus basse. Et il y a vraiment ce phénomène-là où on est bombardé d'images de corps parfaits, de vie merveilleuse. Et tout ça, c'est difficile quand on a 13-14 ans de prendre le recul et de se dire, mais tout ça, c'est faux. On nous montre que ce qu'on a bien envie de nous montrer. Certains montrent des photos comme quoi ils sourient, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément heureux. Et c'est là où ça va être aussi intéressant de pouvoir expliquer aux jeunes tout cela et de dire qu'il y a quand même une manipulation de l'image et ce n'est pas forcément la réalité pour qu'ils puissent aussi se sentir mieux et moins mis de côté par rapport à cet univers assez superficiel. Alors les conseils pour nous ? Pour nos chers ados, on maintient les règles. Bon, alors, quand on dit 2 heures max par jour d'écran, on est dans l'écran non de travail. Hein. Mais ça, en général, les 2 heures, elles sont bien éclatées. En général, c'est beaucoup plus quand je parle avec les jeunes 2 heures, mais ce n'est pas assez. On éteint le Wi-Fi la nuit. Voilà, on essaye de faire en sorte que les téléphones soient chargés dans le salon. Alors, beaucoup de jeunes vont dire même pas en rêve, je vais garder mon téléphone avec moi, mais expliquer en tout cas l'intérêt de tout ça. Il faut savoir que le réseau Morphée nous informe qu'un jeune sur 4 se réveille la nuit pour regarder son téléphone pour voir s'il n'y a pas une notification. On leur explique toutes les jungles dont je viens de vous parler et on évite d'être amis sur les réseaux sociaux avec son jeune. C'est comme si on lisait son journal intime, ça ne se fait pas. Voilà quelques petits exemples d'actions. Voilà, si on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action autour des écrans? Il y avait des petites questions au début. Eh bien, il y a des semaines ou des dizaines à apprivoiser les écrans, voire autrement. Il peut y avoir des festivals, des salons, des clubs de gamers. Voilà, il y a pas mal de choses à faire autour des écrans pour que finalement, on puisse en parler de manière qualitative et qu'on puisse les voir comme étant des médias intéressants, comme étant des médias qui permettent la culture également, et pas seulement un divertissement classique ou une babysitter. Est-ce que vous avez donc d'autres questions? Bien sûr, il y a plein d'autres questions. Alors, excusez-moi, il y a une question qui concerne le fait pour les adolescents de ne plus arriver à s'en passer. Il me semble que derrière ça, je ne vais pas faire la réponse, mais il y a un phénomène qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. La relation des ados avec les réseaux sociaux, le réflexe de regarder son portable systématiquement, la peur de rater quelque chose, oui. Le fait qu'il n'y ait jamais de temps mort, la nécessité de revoir, de répondre tout de suite et instantanément, donc les questions autour de l'immédiateté. Voilà. Oui,
Alors, certains réseaux sociaux, pour ne pas les nommer Snapchat, vont pousser les jeunes à regarder tout le temps leur téléphone, en effet, parce que il se passe des choses. Snapchat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite application avec un petit fantôme. Et lorsqu'on est connecté dessus, on a la possibilité de pouvoir décider que notre message s'efface. Alors maintenant, il y a de plus en plus de nouveaux médias qui l'utilisent également, hein, cette possibilité-là. Mais du coup, moi, je suis un jeune, j'ai un groupe de copains, on a notre petit groupe Snapchat, et s'ils écrivent des mots et que je sais que ces mots risquent d'être effacés, je vais avoir des notifs comme quoi il y a des mots qui sont passés, mais que je n'ai pas pu les voir parce qu'ils ont été effacés. Et si j'ai envie d'être au courant de tout ce qui se passe, évidemment, je vais être attentive et être tout le temps rivée sur mon téléphone pour être sûre de ne rien louper. Et là, c'est en effet quelque chose qui est très problématique parce que finalement, le jeune va à tout prix être à l'affût de tout. Quelque part, ça part d'un bon sentiment parce qu'il a envie d'être connecté avec son cercle d'amis et en même temps, il n'a pas envie d'être évincé. Et c'est un outil qui est assez pervers parce qu'il y a un côté de battre avec à être connecté, comme s'il fallait qu'on soit en effet tout le temps dans cette relation à son téléphone. Ça, je vous invite vraiment à en reparler aux jeunes, d'avoir un esprit critique là-dessus. Plutôt que de dire « ah, c'est nul » comme application, là, là, tu te rends pas compte, tu es tout le temps sur ton téléphone, c'est plutôt de dire « c'est quoi pour toi l'amitié comment on pourrait avoir des liens avec les uns les autres sans forcément que ce soit continuellement sur le téléphone. Est-ce que c'est possible des fois de se dire que pendant 30 minutes, on ne leur parle pas? C'est essayer d'éveiller cette critique et de se dire, mais est-ce que finalement, cette appli, elle me rend plus heureuse, plus malheureuse? Et tout ça. Mais derrière, tout est fait, quoi qu'il arrive, pour qu'on soit sur le téléphone, pour mettre du clic, pour apporter de l'argent à ceux qui ont créé ces supports. Donc, si ils comprennent petit à petit que finalement, derrière, c'est toute une industrie et qu'eux ne veulent pas en être le produit, peut-être qu'ils arriveront à dériver, à savoir qu'on le voit, hein, arriver à un certain âge, ils se lassent parce qu'ils se disent j'en peux plus, c'est trop contraignant. Et donc, heureusement, ils se dirigent après par la suite vers des médias plus simples, des WhatsApp qui d'ailleurs va encore changer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils annoncent que WhatsApp va avoir accès à toutes nos conversations. Alors tout le monde part de WhatsApp et va sur un nouveau média. Mais petit à petit, ils utilisent des médias plus simples parce qu'ils en ont marre justement de devoir continuellement être sur leur téléphone. Donc la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'en prenant la maturité, ils se lassent et arrivent à s'en défaire. Mais le temps qu'ils prennent cette maturité-là, il peut se passer plusieurs années. Alors, peut-être une dernière question que j'ai identifiée dans le chat et qu'on a pu identifier avec les collègues sur le fonctionnement, ça va en lien avec le fonctionnement des réseaux sociaux, mais aussi celui des youtubeurs. Est-ce que peut-être tu pourrais... Moi, ça me fait penser à la série Dopamine et à d'autres séries sur le monde des youtubeurs pour bien comprendre l'envers et la production. C'est un petit peu nous ce qu'on fait dans le cadre du travail d'éducation aux images et aux médias, c'est-à-dire comprendre la fabrication des contenus médiatiques. Voilà, peut-être que ça peut être une piste en ouverture pour mieux comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça répond en termes de besoins chez les adolescents en particulier, mais chez tout un chacun aussi. Je te laisse conclure en quelques mots et puis on terminera ensuite. Bien sûr. S'il y a des enseignants parmi vous, je vous invite à aller sur le site internet des Jeux des Trois Figures, qui est une association avec laquelle on est en parallèle, qui propose un outil pour développer l'empathie à travers ce que l'on voit sur les écrans. Donc, vous pourrez trouver toutes ces infos un peu mieux expliquées. Et puis, voilà, nous, on propose des affiches, on propose beaucoup de ressources sur le site internet 36912.org. Donc, les articles sont mis à jour régulièrement. On essaie de se tenir au courant de ce qui se passe sur le numérique. Et vous avez voilà, la possibilité d'avoir des supports. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder les livres de Serge Tisseron qui sont en lien avec les écrans. Voilà pour ma part. Merci Flore pour toutes ces informations et la qualité de ta présentation. En fait, on voulait vous proposer un petit sondage juste pour terminer avant que vous vous déconnectiez pour avoir votre retour sur la conférence. Baptiste, est-ce que c'est bon pour toi? C'est parti normalement. Il y aurait encore beaucoup de questions à poser.
des questions pratico-pratiques, des questions plus larges, mais on vous invite, si vous le souhaitez, à prendre contact, à contacter du coup Baptiste, que vous avez dû avoir en lien, si vous êtes intéressé pour des ateliers ou une formation sur ce sujet-là. Merci à vous pour votre participation.